Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui en voix off pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une compilation d'anciennes vidéos de disparition. J'ai choisi 3 disparitions que j'avais traitées il y a un petit moment maintenant et qui datent toutes d'il y a plus de 10 ans. Et aussi je voulais noter que ces 3 disparitions sont des disparitions prises en charge par notre association ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues, association pour laquelle je suis enquêtrice bénévole et également vice-présidente nationale. Alors, il s'agit d'anciennes vidéos, donc il se peut, et c'est certain même, que je fasse dans ces vidéos des fautes de français que j'ai rectifiées depuis, ou alors que mes montages de l'époque ne soient pas aussi qualitatifs de ceux que je peux faire aujourd'hui. Donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Je vais vous parler des disparitions d'Adrien Fiorello, de Lucie Roux et d'Hugues Guton. Et à chaque fois, je vais vous dire en fin de vidéo les petites mises à jour très rapidement, très succinctement concernant ces dossiers, mises à jour que j'ai pu obtenir depuis la sortie de la vidéo. Alors ne vous attendez pas à des grosses mises à jour parce que si on parle aujourd'hui, c'est que malheureusement ça n'a pas beaucoup bougé. Merci à vous tous et par contre on se retrouvera la semaine prochaine pour une vraie nouvelle vidéo. Donc on se retrouve juste après ça. Comme d'habitude, vous me connaissez, je fais toujours le même schéma dans mes vidéos. On va recontextualiser la disparition d'Adrien pour essayer de comprendre dans quel état d'esprit il était le jour de sa disparition. Ici, ça peut influer sur justement les éléments qu'on a et peut-être sur les théories envisagées dans cette disparition. Donc là, on est en 2010, près de Saint-Étienne, exactement à Firminy. On a Adrien Fiorello qui habite avec ses parents dans une petite maison à Firminy. Il a également un frère qui s'appelle Franck. Ses parents s'appellent Marie-France Fiorello pour sa mère et son père s'appelle Salvatore Fiorello. Comme on peut l'entendre, son père a des origines siciliennes. Pour ce qui est d'Adrien, en soi, il est de nature assez réservée. Il dit pas spécialement beaucoup de choses à sa famille. Il est plutôt timide, il sort pas beaucoup. Il est beaucoup sur l'ordinateur. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne lui connaît pas beaucoup d'amis. Mais par contre, il s'entend très bien avec sa famille. Alors Adrien, c'était un garçon réservé, il ne parlait pas beaucoup, il travaillait beaucoup et puis bien sûr il était toujours sur internet. Par contre, il ne sortait jamais. Ouais. J'ai jamais vu Adrien partir un week-end, partir un samedi soir. On parle de boîte de nuit, là, il n'est jamais sorti. Quand il était au lycée, je me souviens, il allait parfois faire une partie de foot. L'après-midi, il aimait bien le foot. Pas souvent, mais du foot avec des copains, c'est tout. Pas un foot, pas dans un club, pas du tout. Je l'appelais même pas sur le portable. Sur le fixe. Du moment que je l'appelais sur le fixe, je pouvais l'appeler à 8h, à 9h, 20h, 21h. Il était toujours à la maison. Ça montre bien que même quand vous n'étiez pas là, voilà, il n'avait pas une autre vie. Non. Franck, mon grand garçon, il sortait. Adrien, il sortait pas. Vous connaissiez des amis à lui ou il en avait hors internet, on va dire? Eh ben non. Je n'en connais pas. Personne n'est venu à la maison. Il avait 22 ans au moment de sa disparition, Adrien. Il est quand même grand, il fait plus d'1m80. Il est assez svelte, les cheveux bruns, la peau claire. Il a pas mal de grains de beauté dans le dos et il a des yeux marrons. À ce moment-là, il est étudiant en droit à l'université, à la faculté de Saint-Étienne. Et peu avant sa disparition, il avait tenté un concours national. Vous savez, un concours qu'on peut passer même si on n'a pas fait d'études spécifiques. Il faut se préparer au concours. Et c'était un concours de conseiller en réinsertion dans le service pénitentiaire. Et malheureusement, il n'a pas réussi ce concours et ça l'a vraiment miné. Mais par contre, ce que disait sa mère, c'est que il avait vraiment envie de devenir conseiller en réinsertion et donc il avait prévu de recommencer, de retravailler pour passer une autre session de concours. À côté de ça, pour ce qui est de ses passions, on sait qu'il avait fait du judo, mais surtout au moment de sa disparition, il était fan absolu de foot et surtout d'un club qui est le FC Barcelona. D'ailleurs,
il était très actif sur un site qui s'appelle FC Barcelona Clan, qui est un site de fans français et qui est reconnu par l'entité FC Barcelone. Il écrivait beaucoup, il était très actif. Il écrit de longues analyses sur certains matchs à travers ses posts et aussi pas mal de choses sur les joueurs ou l'histoire du club. Il écrivait avec plusieurs pseudos, alors ça pouvait être Adrien, ça pouvait être Gohan, ça pouvait être également Fouadj ou sinon Goadj ou Gouadj. Voilà, en tout cas je vous les écris ici. Il écrit avec plusieurs pseudos, ça je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas on reconnaissait bien sa manière d'écrire parce qu'il était très instruit sur le club, il avait des très bonnes analyses. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau de sa famille, de ce qu'on sait, ça se passait super bien, il avait une très bonne entente et il n'avait pas de soucis. Là, on est une semaine avant sa disparition. Adrien va faire quelques achats, c'est-à-dire qu'il va acheter des vêtements. Le 4 octobre 2010, il va également demander à sa mère de lui acheter des classeurs. Et le 6 octobre 2010, c'est le jour de sa disparition. Adrien part comme d'habitude pour aller étudier à la faculté de droit où il est étudiant. Il part à peu près à 9h de chez lui pour ensuite prendre un bus et rejoindre sa faculté. Et son premier cours était à 10h. Il rappelle bien à sa mère avant de partir: maman, s'il te plaît, achète-moi des cartouches d'encre pour l'imprimante, j'en ai vraiment besoin. Et d'ailleurs, sa mère lui dit: ce soir-là, je viens de chercher à 19h30 après tes cours. Et lui avait dit: ok, pas de souci, on se revoit à 19h30 devant la fac. C'est le dernier échange qu'il aura avec sa mère parce que vous vous en doutez bien, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus aucune nouvelle d'Adrien. Marie-France, ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive comme prévu à 19h30 devant la faculté et là, son fils ne sort pas. Donc elle commence rapidement à s'inquiéter parce qu'elle connaît son fils, elle sait que généralement il lui envoie des messages en lui disant par SMS, par appel, en lui disant oui je vais être en retard ou viens pas me chercher ou je vais faire quelque chose. Et en fait là elle s'inquiète, il répond pas aux messages, il répond pas aux appels. Donc très rapidement, d'ailleurs le soir même, à la gendarmerie de Saint-Étienne à 22h, elle va aller déclarer la disparition de son fils. Les gendarmes, bon, à ce moment-là, on peut quand même les comprendre, même si, donc, quand on connaît la suite, c'est un peu frustrant. Ils disent, écoutez, il a 22 ans, c'est un jeune homme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on va attendre un petit peu avant de déclarer la disparition. Sa mère, elle le connaît bien, donc elle se dit, non, moi je le connais, je connais mon garçon, il n'est pas comme ça. Ils vont attendre 48 heures, sachant, petite anecdote, qu'il n'y a aucune obligation d'attendre 48 heures pour déclarer une disparition inquiétante de majeur. Ça peut être pris directement tout de suite, 24 heures après, même plus tard, mais il n'y a pas de loi ou de texte de loi qui dit que c'est 48 heures après. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ma formation d'enquêtrice, donc je vous partage cette information. À 22h, moi j'étais déjà au commissariat. La première chose qu'on m'a dit, c'était un petit jeune, il m'a dit: mais madame, franchement, c'est la réaction de tout le monde. Il a 22 ans avec sa copine. Je lui ai expliqué. Il m'a dit oui, mais bon, je lui ai expliqué. Puis après, il m'a dit: bon, allez, j'appelle un supérieur. J'ai discuté avec le supérieur, j'ai bien expliqué. Il m'a dit: on attend, on peut rien faire. J'ai dit oui, mais c'est pas normal. Enfin bref, j'ai réussi à le convaincre. Il m'a fait, devant nous, il nous a fait tous les hôpitaux de la région. Donc 2 jours après, c'est le 8 octobre, on va déclarer la disparition inquiétante d'Adrien. Et là, il va y avoir pas mal de recherches qui vont être faites. Et vous allez voir que ces recherches vont nous apprendre pas mal de choses au niveau de la personnalité d'Adrien. Tout d'abord, on s'interroge sur les affaires qu'il avait au moment de sa disparition. On sait qu'au moment de sa disparition, il a laissé chez lui son permis de conduire, son ordinateur évidemment, mais c'était un ordinateur fixe, et également sa carte vitale. Il est parti avec 150 €, avec sa carte de bus, avec sa carte d'étudiant, sa carte d'identité et son portable. Donc il n'avait pas de sac spécifique avec des affaires ou quoi que ce soit, comme s'il avait envie de partir, en tout cas pas au moment de partir de chez lui. Il n'est pas du tout allé en cours le jour de sa disparition, vous avez vérifié? Je suis partie à la fac, on est parti. Donc on a discuté, elle a dit: bon écoutez, hier il n'est pas venu en fac. Mais mardi, il a fait sa journée complète en fac, lundi aussi, et depuis la rentrée scolaire de 2010, il avait fait, et il a jamais manqué ses cours, et même les cours non obligatoires, il y assistait toujours. Il y a très rapidement les données téléphoniques qui vont être analysées. Ça va nous apprendre vraiment des choses très intéressantes. Donc on va voir qu'il a activé plusieurs bornes, à Firmini, ce qui est totalement normal. À 10h, ça va activer
la borne côté Saint-Étienne-Tarentaise. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est à 17h30, il y a une borne qui va être activée du côté de la gare de Chambéry. Donc on n'est pas du tout au même niveau, hein. Je vous mets ici sur la carte où c'est Chambéry par rapport à Saint-Étienne. Et ce qui est très inquiétant, c'est que selon ses parents, en tout cas de ce qu'ils savent, il ne connaît personne, il n'y a pas de famille ni d'amis du côté de Chambéry. Donc il se demande vraiment ce qui a pu se passer pour qu'il aille là-bas. Téléphone borne à 150 km. Ce qui nous a surpris, c'est qu'Adrien n'avait absolument rien à faire sur Chambéry à l'époque. Nous n'avons rien qui puisse prouver qu'il devait aller là-bas. Mais puisque le téléphone a été localisé là-bas, il s'est certainement passé quelque chose. Il y a quelques témoignages qui ont été recueillis mais qui n'ont rien donné, notamment une dame guichetière à la SNCF qui dit l'avoir aperçu à 21h et qu'il cherchait une correspondance, et également une autre dame, conductrice entre Saint-Étienne et Issingo, qui l'aurait vu prendre le car pour Saint-Étienne-Bellevue et lui aurait dit avoir rendez-vous avec un ami à la gare de Saint-Étienne-Château-Creux. Ces pistes n'ont rien donné. Bon, et de plus, au fur et à mesure des découvertes et des recherches, on s'aperçoit que l'Adrien qui est connu de sa famille n'est pas du tout le même Adrien qui est connu à travers Internet. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et donc on a l'impression d'avoir deux personnes. On a l'impression qu'il était beaucoup plus à l'aise sur Internet, notamment je vous parlais du fait qu'il était très actif sur le site du FC Barcelona Clan. En fait, il y a des posts concernant la disparition d'Adrien sur ce site et on voit qu'il était extrêmement reconnu par rapport à tous les gens qui parlaient avec lui, par rapport à ses analyses. On parlait même du Adrien, le Adrien qui a disparu. Jusqu'en 2021, il y a encore des discussions qui sont faites sur lui en disant que c'était vraiment quelqu'un de très instruit, très cultivé, très littéraire, avec des très bonnes analyses, qui en savait énormément sur le foot. Ce qui a un peu peiné d'ailleurs sa cousine qui, dans ce forum de discussion sur ce site, a dit qu'elle trouvait ça super la manière dont il le voyait, mais eux, ils le connaissaient pas du tout comme ça, ils discutaient jamais foot avec la famille. Ce qui est vrai, c'est un peu bizarre. Donc en clair, il était sûrement pas très à l'aise avec sa famille. On sait qu'il aimait beaucoup le FC de Milan, il postait partout dans la chambre, mais on ne savait pas qu'il était impliqué, comme on nous l'a dit après les enquêtes. Ah oui, sur le site internet, c'est ça ? Voilà. Ah oui, il est très impliqué. Hein. Là, j'ai vu tous ses posts, plus de 400. Ouais, il avait reçu le Ballon d'Or. À l'époque, le président de la Ligue avait été interrogé. J'ai eu des appels de collègues de Foremer qui m'ont appelé et qui m'ont dit mais c'était quelqu'un de très passif. Il était très, quand il y avait un petit peu de montée de colère, il était diplomate. Moi, ce qui m'a surprise, donc c'est déjà de savoir qu'il nous ait jamais dit qu'il était Foremer, parce que nous, on l'a emmené en Espagne, on l'a emmené au stade, on l'a emmené à Barcelone. Il est allé dans le stade, il était très heureux. Alors nous, on savait qu'il aimait. Mais pourquoi pas nous dire après qu'il n'aimait pas se monter, il n'aimait pas dire les choses. Même son frère ne le savait pas. Il avait une vie virtuelle sur... C'est ça, sur Internet, sur les sites. Sur Internet. Il y a eu un détective privé à peu près 1 an après la disparition d'Adrien Fiorello. Et lui, il a commencé à faire des recherches, notamment au niveau de son ordinateur. Des recherches assez basiques, mais qui ont donné pas mal d'informations intéressantes. Notamment, on voit énormément de photos de Freddie Mercury. Je pense que tout le monde ici connaît Freddie Mercury, du groupe Queen, qui était quand même reconnu comme une icône homosexuelle, une icône gay. Là, on commence à se poser des questions. Et il y avait également des articles qu'il avait enregistrés sur l'homophobie. On commence à se poser des questions sur l'orientation sexuelle d'Adrien, mais il n'en avait jamais vraiment parlé avec ses parents et sa famille finalement. Le détective privé va aller jusqu'à Chambéry, faire des recherches. Il va aller dans une boîte de nuit gay et là, il va présenter les portraits, donc 2 portraits différents, un avec des cheveux un peu plus longs et un avec la coupe qu'il avait normalement le jour où il a disparu. Les 2 propriétaires de la boîte vont dire « Ah oui, moi je le reconnais, effectivement, je reconnais son sourire. Il est venu plusieurs fois dans cette boîte. » Bon, ça a donné pas mal d'espoir à la famille. S'en fiche un peu ses parents, qu'ils soient homosexuels ou pas. Je veux simplement savoir où est leur fils. Cette piste n'a rien donné finalement. Il y aurait eu confusion par les propriétaires entre le portrait et le robot et la personne qu'ils pensaient qui était Adrien. Adrien était étudiant en droit, il n'a jamais été en boîte de nuit de sa vie. Il était toujours à la maison. Il était sur les réseaux sociaux, oui, mais il ne partait pas en vacances et il ne sortait jamais en boîte de nuit. Ça, il y a eu des erreurs de photos diffusées 1 an après sa disparition, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, il ne fréquentait pas ce milieu-là. Apparemment, il a été montré qu'il discutait sur des sites de rencontres homosexuelles. Eh ben,
Moi, la police ne me l'a pas affirmé. Et ça vient d'où cette information? Moi, quand j'ai vu le juge d'instruction encore la dernière fois, ça fait 1 an, il m'a dit, écoutez, au jour d'aujourd'hui, hein, parce qu'après, vous savez, il y a eu l'affaire Maëlys, malheureusement, et il m'a dit, écoutez, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, moi, il m'a dit, je n'ai rien en ce qui concerne l'homosexualité sur Adrien, officiellement. Il m'a dit, après, on peut peut-être découvrir des choses. Après, on suppose, en fait, c'est ça, ouais. Il m'a dit, officiellement, je peux rien vous dire. Alors, il me dit, peut-être que après, ça peut venir, mais aujourd'hui, j'ai rien. Non, mais s'il n'y a rien qui l'affirme, c'est peut-être une possibilité, mais ça reste juste une possibilité, c'est pas affirmé, quoi. On arrive malheureusement, hein, ça fait longtemps, 7 ans et 8 ans après, 2017-2018. On a, comme vous avez l'habitude maintenant, hein, sur ces disparitions autour de Chambéry, 2017-2018, on commence à discuter, on commence à mettre en lumière les actes probables de Nordal Lelandais, qui est, comme je vous le rappelle, en ce moment en train d'être jugé pour le meurtre de la petite Maëlys et qui a déjà été jugé et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Arthur Noyer. Comme je vous le disais dans plusieurs de mes vidéos, du fait des profils différents des 2 victimes, c'est-à-dire une petite fille et un jeune homme, on pense que ça pourrait être probablement un tueur en série. Et donc, comme je le disais également, entre 2017 et 2018, on a créé la cellule Ariane qui a décortiqué toute la vie de Nordal Lelandais dans les 10 ans avant ces faits pour essayer de voir si on pouvait le relier à des disparitions de la région. Notamment le cas d'Adrien Fiorello, et le dossier a été placé prioritaire dans la cellule Ariane sur le fait que la dernière fois que son téléphone bornait, c'était à Chambéry, et en 2010, Nordal Lelandais habitait à Chambéry. Le fait que le portable d'Adrien ait été localisé à Chambéry, à cet endroit, peut éventuellement nous aider à repartir encore sur une nouvelle enquête dessus. Bernard Valézy regroupe et analyse les disparitions inexpliquées autour de Chambéry, après la mise en examen hier de Nordal Lelandais pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. De nombreux dossiers sont réexaminés. Il y a des hypothèses de départ, des familles, très logiquement, et nous les assistants, on sait de quoi on parle, se disent dans le cadre de cette affaire, il y a peut-être des rapprochements avec notre affaire. Ils souhaitent que les vérifications soient faites pour lever le doute et au moins fermer cette porte-là dans l'affaire qui les concerne. Malgré tout ce dont je vous ai énoncé là jusqu'à maintenant, il faut savoir qu'on n'a aucune nouvelle, aucune information vraiment nouvelle aujourd'hui en 2022. Il y a quand même pas mal de portraits vieillis qui ont été réalisés, je crois, du propre chef de la famille d'Adrien, que je vous diffuse ici. D'ailleurs, ce qui est important à voir, c'est plus les années passent, plus son visage s'arrondit. Donc c'est important de voir un peu les différents types de visages. Peut-être que s'il était en vie aujourd'hui et si il était quelque part, il serait peut-être un peu plus maigre ou en tout cas un peu plus arrondi au niveau du visage. Donc c'est pour ça qu'il y a ces différents portraits robots avec moins de cheveux, avec plus de cheveux, avec une barbe. Mais par contre, la juge d'instruction a également fait réaliser un portrait robot que je vous mets ici par principe, mais c'est vrai qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui aurait pris 11 ans. Là, on a l'impression qu'il est vraiment beaucoup plus vieux et surtout, sa mère pense vraiment que c'est pas du tout représentatif de ce à quoi pourrait ressembler son fils aujourd'hui parce qu'il y a des différences au niveau de la dentition, au niveau de ses cheveux. C'est pas du tout ça. Quand il a les cheveux plus longs, ça ressemble pas à ça. Enfin voilà, je vous le mets ici par principe quand même parce que c'est une information qu'on a et qui est disponible aujourd'hui. Et en fait, la vraie photo, si on suit la vraie photo, c'est celle où il a les cheveux très courts, près d'une fenêtre, avec un pull rayé. C'est le 5 octobre qu'elle a été prise. Sachant qu'aujourd'hui, on se rappelle, Adrien aurait 34 ans le 13 mars 2022, donc il n'aurait pas non plus pris énormément d'âge. Bon, comme je vous le disais, l'enquête, en tout cas ça c'est positif, n'a jamais été clôturée, donc est toujours ouverte, il y a toujours des investigations normalement qui sont faites. Il y a également un transport de justice qui a eu lieu à Chambéry pour des recherches sur un site qui avait été localisé par un radiesthésiste, ça n'a donné aucun résultat. Il y a également, comme je vous disais, les investigations qui sont faites pour explorer une piste en Suisse, dont je vais vous parler un petit peu dans la partie théorie. D'ailleurs dans cette partie théorie, vous allez voir, je vais vous donner des informations qui sont assez troublantes concernant ces différentes théories. Petite pause avant d'ailleurs d'entamer cette partie théorie, je voulais savoir dans les commentaires quelle serait pour vous la théorie la plus probable dans le cadre de cette disparition avec tous les éléments que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. Et également, petit aparté, si vous reconnaissez
Adrien, ou si vous pensez reconnaître Adrien, je vous mets dans la barre d'infos qui vous devez contacter, donc soit la RPD ou soit la police judiciaire de Saint-Étienne. Si vous avez des informations aux alentours de la date de disparition sur Chambéry, sur Saint-Étienne, n'hésitez pas à contacter les organismes dont je viens de vous parler qui sont en lien dans la description. Donc pour la partie théorie, la première théorie, ce serait la théorie du suicide. Pourquoi? Alors on pourrait croire que le fait de ne pas accepter son homosexualité, ça le rongeait de l'intérieur. En plus de ça, il avait subi une déception en ne réussissant pas son concours et peut-être que ça l'avait vraiment miné et qu'il avait un mal intérieur qu'il n'avait jamais réussi à transmettre à sa famille. Donc c'est probable en tout cas, mais c'est pas la piste qui est privilégiée et par les enquêteurs et par la famille. Tout simplement parce que par exemple, son portable a borné à Chambéry. Il voulait être conseiller en réinsertion. En juillet, donc, il m'avait dit « Maman, je suis 36e et on n'en prend que 28 ». Il m'a dit d'ici le mois de septembre, ça peut changer parce que les étudiants vont à plusieurs endroits. C'est un forum qui me l'a envoyé, qui me dit voilà, je vous envoie un mail que j'ai reçu d'Adrien. Et Adrien lui disait eh bien écoute, je vais me mettre 1 an en stand-by parce que je devrais partir dans une école à Agen pour mes études et je serai certainement logement et dans 1 an, je prendrai mon appartement seul et je reviendrai sur le forum. Et le 25 août, on a reçu un courrier à la maison. Il me dit, ben voilà, maman, eh ben non, il y avait, c'était déjà pris. Il était 36e à la liste et ils en prenaient que 28. Alors je lui ai dit, ben écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu fais autre chose? Il me dit, non. Il me dit, il n'y a pas de souci. Je vais, en attendant, faire 1 an de droit public, un master, et après je repique. Il n'y a pas de souci. Pour la deuxième théorie, c'est la théorie encore probable aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, qui est la théorie de la disparition volontaire. Je pense que ça pourrait toujours être lié avec le fait qu'il ne se sentait peut-être pas compris par sa famille, par rapport à son orientation sexuelle, peut-être qu'il avait peur d'en parler à sa famille. Je dis ça parce que son père, qui est d'origine sicilienne, apparemment provient d'une famille qui est assez, on pourrait dire, traditionnaliste, même si aujourd'hui le père dit que pour lui, même s'il aurait voulu savoir l'orientation sexuelle de son fils, il aurait aimé qu'il lui en parle, bah pour lui, il s'en fiche un petit peu. Maintenant, il veut juste savoir ce qui est arrivé à son fils. Moi, je me dis que plus on part à cause d'un mal-être qu'on a, plus les années passent, plus on va avoir du mal à revenir. Peut-être qu'il avait rencontré quelqu'un à travers un site de rencontre et qu'il s'était dit qu'il allait à la rencontre de cette personne et peut-être qu'il voulait carrément changer de vie, qu'il s'était planifié depuis un moment, mais qu'il avait bien caché tout ça. En tout cas, sa famille et surtout sa mère ne pensent pas à cette possibilité. Pourquoi? Sa mère, elle dit que de toute façon, ils étaient très proches. Je pense aussi de la voir si triste, en pleurs dans les interviews, ça lui aurait fait quelque chose. Franchement, s'il avait eu à partir, moi je connais Adrien, déjà il aurait pris ses papiers, il aurait pris l'argent, son permis de conduire, pris les vêtements. Et puis il m'aurait pas dit de venir le chercher. Il a rien pris, il avait que sa carte de bus, 1 centime sur les comptes, même sur ses livrets. Il avait des livrets et... Il n'y a rien qui a été dépensé. Oui, il pouvait être tranquille, vivre pendant 6 mois avec ses livrets et tout. Donc c'est ça que je comprends. Oui, si il avait simplement mis un mot ou envoyé un SMS ou au pire appelé l'association ou la police en disant laissez-moi tranquille, ça c'est sûr. Tout était lâché. Bien et sûr. il n'était pas bête. Il n'était pas bête. S'il est parti et qu'on ne veut pas qu'on le retrouve, il aurait laissé un petit signe. Il aurait fait un petit signe d'une façon ou d'une autre. Et qu'également, il lui avait demandé de faire des achats. Il avait acheté des vêtements 1 semaine avant, elle lui avait acheté des classeurs, elle lui avait acheté le jour même parce qu'il avait vraiment demandé que ce jour-là, il lui achète une cartouche d'encre pour son imprimante. Ça corrobore pas avec cette disparition volontaire. De plus, ses comptes, que ce soit ses comptes d'assurance maladie et ses comptes bancaires, n'ont pas été touchés. Il a laissé son permis de conduire et puis il avait envie de réussir ce fameux concours. Il était très motivé et donc il avait envie d'y arriver et de le faire. Aussi, sa famille pensait que ce témoignage qu'on ait vu Adrien dans une boîte gay à Chambéry, il n'y croit pas spécifiquement. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était pas du tout le style d'Adrien de sortir, de faire la fête, d'aller en boîte. C'était pas du tout son style. Lui, c'était plutôt le style casanier, rester tranquille chez lui. Voilà, ça l'intéressait pas. En tout cas, de ce que eux, ils savaient. Par contre, il y a également des éléments qui vont dans le sens, je trouve, de la disparition volontaire que je vais vous énoncer ici et qui sont assez intéressants à envisager. Le fait que le portable est borné à la gare de Chambéry et que juste après, il a été éteint.
effectivement, on pourrait se dire qu'il avait peut-être rendez-vous avec quelqu'un à Chambéry et qu'il a éteint son portable après avoir rencontré la personne qu'il devait rencontrer, puis qu'elle a peut-être jeté derrière son portable. Il y a aussi un mail très troublant qui a été envoyé aux parents d'Adrien et je vais vous le lire. C'est un mail qui a été envoyé le 15 septembre 2012 exactement à 14h13 de la part d'une personne qui souhaitait rester anonyme et qui disait avoir des informations sur son fils, sur Adrien. Seulement à l'époque, sa maman n'avait pas consulté depuis un moment sa messagerie et quand elle a fait le tri un peu des messages qu'elle avait reçus, elle est tombée mais bien après sur ce mail que je vous lis maintenant. Bonjour, vous avez, je sais, souffert de la disparition de votre fils. Je ne voudrais plus garder ce secret plus longtemps parce que tout ça commence à prendre une autre tournure. Depuis longtemps, je suis de près vos démarches et j'avoue que ça me fait mal de rester passive. Cependant, comprenez-moi, je ne pouvais rien dire. Vous avez entendu des choses à dormir debout, je sais, et je vous dis que ce n'est plus qu'une question de jours, croyez-moi. Je suis mère et je ne laisserai plus cette mascarade durer longtemps, je veux bien tout vous dire, là et maintenant, mais je voudrais que cela reste confidentiel. Si vous voulez tout savoir, mais de façon discrète, je vous propose qu'on se rencontre. Voici mon adresse mail, blablabla. Par mesure de précaution, je ne vous donnerai pas mon numéro de téléphone, mais ne vous inquiétez pas, j'ai le vôtre, du moins ce que j'ai vu avec Adrien. Entre nous, c'est clair que c'est super inquiétant, et malheureusement, au moment où elle l'a vu, elle a voulu y répondre, et la boîte mail avait été supprimée, donc elle n'existe plus. Et donc cette piste est partie un peu aux oubliettes, malheureusement. Je pense que les enquêteurs, si c'est pas déjà fait, devraient se pencher sur la personne qui tenait cette boîte mail et essayer de voir derrière s'il y avait vraiment des vraies informations. Mais ça peut aussi également être quelqu'un de perturbé qui a envie de faire son intéressante et qui a envoyé ce mail à la mère en entendant parler de cette disparition à la télé ou autre. Par contre, il y avait également, comme je vous disais, la piste de la Suisse qui va dans le sens de la disparition volontaire. Pourquoi je dis ça ? Vous vous souvenez, je vous avais dit que Adrien avait fait pas mal de recherches, il y avait pas mal de photos de Freddie Mercury dans son ordinateur et on pense peut-être qu'il est allé à Montreux. Alors pourquoi je dis Montreux en Suisse ? Parce que à Montreux, il y a une statue érigée pour faire honneur à Freddie Mercury, qui avait fait pas mal de passages à Montreux, qui avait écrit des chansons aussi, tout ça. C'est une statue érigée en face du lac, où les gens viennent se recueillir. Donc je crois que c'est pour ça que la piste de la Suisse est envisagée. La piste suisse, déjà, on voulait savoir, parce qu'en fait, vous savez qu'on nous a pris l'ADN, et en France, si on retrouve un corps, tout, on peut prendre l'ADN et tout. Et ils se demandaient, on ne savait pas les lois, en Suisse, si on retrouvait un corps, est-ce qu'on l'enterrait comme ça ? On voulait demander si justement l'ADN serait prise pour savoir qu'on puisse contacter la famille qui est hors de Suisse, une famille peut-être dans un autre pays. D'accord. Et ça, j'ai pas eu de réponse. C'est pour ça que j'attends encore avec l'avocat. Et il y a la troisième théorie auquel je pense vous avez pensé, c'est la théorie criminelle. Peut-être qu'Adrien avait fait la rencontre d'une personne avec qui il pensait avoir une bonne connexion, qu'il avait prévu de voir à Chambéry, et possiblement cette personne avait de mauvaises intentions, que finalement lui, il lui a, volé son téléphone, volé son argent quand il est arrivé sur Chambéry, agressé, séquestré ou faire disparaître Adrien, je ne sais pas. Qu'il ait des rencontres comme ça, je veux bien. Mais c'est pas des rencontres physiques puisqu'il était toujours à la maison. C'est ça, c'est des rencontres virtuelles. Des rencontres virtuelles sur ordinateur alors. Peut-être qu'il avait prévu de rencontrer quelqu'un. Alors on sait pas qui, mais il y a aussi également la coïncidence troublante dont je vous ai parlé avec Nordal Lelandais. Je vous avais dit qu'en 2010, il habitait à Chambéry, mais il habitait précisément bien à côté de la gare de Chambéry. C'est possible que ce soit avec lui aussi qu'il était en discussion. Alors ça c'est vraiment une hypothèse parce qu'il n'y a rien qui le prouve. Ça pourrait être probable parce que Nordal Lelandais est connu également pour avoir fréquenté des sites de rencontres gays. Pourtant sa famille et ses proches ne lui connaissaient que des relations avec des femmes, donc des relations hétérosexuelles. On a l'impression que ça corrobore un petit peu avec le profil d'Adrien à ce moment-là. Et peut-être que c'est sur lui qu'il est tombé. Alors là vraiment c'est une grande hypothèse, mais vous savez l'affaire Lelandais ça a permis de relancer pas mal d'enquêtes et si ça peut permettre de fermer des portes mais d'en ouvrir de nouvelles, pourquoi pas ? Et le problème, c'est que ce jour-là, ce monsieur-là, il avait un bracelet électronique. Ah ouais, donc on savait où il était. Il était chez lui en fait. Alors moi, j'ai su que le mardi, il était à Chambéry, qu'il avait tiré, je crois, 100 €, je sais pas. Ouais. Mais que le mercredi, il n'était pas à Chambéry. Il était à Domessin, je crois. C'est à quelques kilomètres. Ouais, c'est pas très loin, mais ouais, effectivement.
Mais est-ce qu'on peut très bien faire l'aller-retour? Il s'est débarrassé de certains téléphones. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a changé beaucoup de téléphones. Et puis, il y a la gare de Chambéry. Et face à la gare de Chambéry, vous traversez la rue, vous avez un petit parc qui a un nom. Et ce nom, on l'a retrouvé sur l'ordinateur. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir un rendez-vous là et qu'il se passe mal. Il faut un peu que vous ayez un train à midi. Moi, je pense 1h30, vous êtes à Chambéry. Et vous partez à 5h, vous êtes à Saint-Étienne. Et après, je disais tout simplement, peut-être qu'on fait fausse route au niveau de Chambéry depuis le début. Peut-être qu'il s'est fait agresser sur le chemin entre chez lui et son université. Vous savez, il y a déjà eu des gens qui se sont fait tuer juste pour voler un portable ou quelques euros sur eux. Donc ça pourrait très bien être possible que, comme il avait un peu d'argent peut-être sur lui, comme il avait son portable sur lui, qu'il se soit fait agresser et puis que ça ait mal tourné. Après, à cette heure-là et sur ce trajet, il y a quand même énormément de monde. Ça paraît pas très plausible quand même. Aujourd'hui, la RPD propose d'évaluer différentes pistes, c'est-à-dire essayer de vérifier le bornage complet du téléphone 48 heures avant la disparition d'Adrien, mais 48 heures après également, parce que je crois que ça n'a pas été fait. On sait qu'il a été en contact, donc le jour même, il y a quelqu'un qui l'a appelé sur son portable. Il se trouve que c'est une femme quinquagénaire et on pense que c'est une erreur du numéro. Par contre, il était en contact avec 2 autres personnes, dont je ne citerai pas les noms évidemment. Son téléphone aurait appelé une de ces personnes ce jour-là, je crois, et avec une autre personne qui n'a d'un premier abord aucun lien avec Adrien. Donc je ne sais pas si les enquêteurs ont vraiment investigué à ce niveau-là, mais je pense que ce sont des choses qui doivent être un peu plus poussées. Il a eu 2 appels et en fait ça a été recherché et tout. Donc apparemment ils ont été interrogés, non, c'était peut-être des interférences, tout ça. Voilà, mais sinon il a eu des appels. Ça aurait été mieux d'avoir retrouvé son portable, Adrien. Oui. On l'a pas retrouvé. Mais effectivement, il y avait 2 numéros. Donc, cette dame. Et puis, il y a eu un monsieur qui travaillait à la mairie, dans la région de chez nous, je me rappelle plus où, dans la région de chez nous. Et donc, nous étions allés. Et en fait, ce monsieur, justement, est parti le 6 octobre en humanitaire. D'accord. Et il s'arrêtait du côté de Chambéry, par là-bas dans la Savoie. Avant qu'ils ont essayé de faire le rapprochement, ils l'ont contacté, ils l'ont interrogé par Internet, puisqu'il était là-bas. Apparemment, il dit qu'il connaissait pas. Il n'y a aucune demande de passeport qui a été faite. Lui, ça me pose un petit problème. Lui, il était en fac, mais il était en étudiant extérieur. Il n'était pas tous les jours à la fac. Et justement, on a un mail, comme quoi ils se sont vus, ils avaient rendez-vous à la BU, bibliothèque, tel jour, à telle heure. Il a été interrogé. Et il a dit que c'était pour simplement un devoir d'étudiant, il y avait absolument pas de contact extérieur. Aussi sur les blogs ou les forums qu'avait Adrien, peut-être essayer aussi de voir, parce qu'il avait énormément de pseudos différents, voir avec qui il discutait, sur quel site il était. Je pense que ça a été fait un minimum, mais je pense que ça n'a peut-être pas été assez creusé. En tout cas, c'est très très compliqué de privilégier une thèse ou une autre. La disparition volontaire, ça pourrait très bien être le cas. Il aurait eu peur d'avouer son orientation sexuelle à ses parents et maintenant il n'ose plus revenir. Je sais pas, je trouve ça bizarre vu qu'il était proche de sa mère et que sa mère elle est vraiment ultra triste. Enfin, je trouverais ça bizarre de sa part, c'est sûr. Mais si c'est le cas, au moins donner un signe de vie à la police judiciaire de Saint-Étienne pour dire écoutez, voilà, je vous prouve que c'est moi, je vous prouve que je suis en vie, mais j'ai envie de changer de vie, donc je n'ai plus envie de donner de nouvelles à ses parents. Juste ça, je peux dire que ça les rassurer énormément. Après, le pourquoi du comment, ça ne nous concerne pas, mais il a tout à fait le droit de disparaître, sauf qu'il y a quand même des éléments pas mal troublants. Aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, c'est qu'avec la cellule, vous savez, la cellule de Cold Case qui va être ouverte en mars 2022, vu que c'est un dossier qui est encore ouvert, une enquête qui est encore ouverte, peut-être que c'est un dossier qui fera partie de cette cellule et qui va être encore plus investigué avec beaucoup plus de moyens et qu'on aura enfin des réponses à cette question-là, où est passé Adrien Fiorello, et que ses parents puissent enfin reprendre une vie normale, parce qu'il faut savoir que depuis ce jour-là, comme je vous le disais, et clairement la mère en tout cas n'arrive pas à avancer, et je pense que ça joue énormément sur le moral. Donc c'est vrai que c'est assez triste, c'est même très triste, c'est très frustrant, on envoie plein de bonnes ondes à la famille, on espère que cette vidéo va peut-être amener à des nouveaux témoignages. Quelle est votre intime conviction à vous pour ce qui est arrivé à votre fils? Quand la police m'a interrogée, la première chose que je leur ai dit, non, mon fils, il n'a pas disparu, mon fils, il s'est suicidé. Parce que moi, je voyais pas tout ça autour, je savais pas tout ça autour.
Et moi, je me suis dit, il a pris un coup parce qu'en fait, il connaissait pas trop l'échec. Et à mon avis, je me suis dit, ça l'a bousculé, l'échec. Et alors, c'est ce que j'ai dit à la police. Alors, ils ont recherché, je vous assure, ils ont fait plein de choses, je saurais pas vous les dire. Alors, mon intime conviction, c'est qu'au fil des années, déjà, je me dis, au départ, de toute façon, c'est pas, j'ai changé d'idée après en cours de route. Je pense qu'il est tombé peut-être dans un guet-apens par Internet. Je pense à ça, qu'il est tombé dans un guet-apens par Internet. Mais après, voilà, je pense que celui qui lui a fait du mal, il sait, parce qu'on ne sait pas. C'est pas quelqu'un qui fréquentait la maison, puisqu'il n'y avait personne. Moi, je pense qu'il y a un lien avec Internet. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris des choses. Et surtout, si quelqu'un reconnaît Adrien ou a des informations sur sa disparition, n'hésitez pas, je vous ai tout mis en barre d'infos. Et voilà, ce serait super, même si ça peut rester en anonyme, il n'y a aucun souci, juste des informations pour cette famille qui est en souffrance depuis des années. Concernant Adrien Fiorello, malheureusement, il y a aucune nouvelle sur ce dossier. Donc j'en profite pour relancer un appel à témoins ici. Par contre, il faut savoir malheureusement que sa mère est décédée peu de temps après notre interview téléphonique. C'est un décès qui m'a beaucoup touchée. Je vous en ai très souvent parlé lors de mes live Twitch. C'était une mère courage qui, pendant notre appel téléphonique, m'avait bien dit de ne pas parler de sa maladie pour pas qu'on déplace le sujet. Et en fait, malheureusement, elle est décédée d'un long cancer. Donc j'espère que là où elle a pu avoir les réponses à ces questions. Mais le combat continue, même sans elle. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé pour Adrien Fiorello. Comme d'habitude, je trouve important de comprendre quelle enfance a eu la disparue, qui est aujourd'hui Lucie Roux, dans quel contexte elle évoluait au moment de sa disparition environnementale et sociale, pour essayer de comprendre un petit peu la personne qu'elle était à ce moment-là. En plus, on a de la chance, on a énormément d'informations sur son enfance, sur même ce qu'elle faisait les jours ou les semaines avant sa disparition, plein de détails. Donc au moment de sa disparition en septembre 2012, Lucie Roux a 42 ans. Lucie Roux, elle est née de parents savoyards pure souche. Je trouve qu'elle a eu une enfance, en tout cas d'un premier abord, qui a l'air assez tranquille. Ses parents, qui sont Henri et Olga, eux habitaient dans une petite commune rurale de environ 300 habitants. C'est vraiment tout petit, c'est un peu en flanc de montagne, donc c'est très escarpé. C'est sur le massif de la Lausière, dans une petite commune qui s'appelle Bonneval. Ils y ont habité pendant plusieurs années. Olga, elle est institutrice et lui était garde forestier. Il a eu à un moment une sorte de petite promotion, ce qui fait qu'ils ont dû déménager, puis ils ont déménagé à côté de Mâcon, donc pas très loin de Lyon, je sais pas si vous voyez, dans une ville qui s'appelle Verzé. Apparemment, ils vivaient plutôt pas mal là-bas et c'est là-bas qu'ils ont eu leurs 2 enfants, qui sont 2 filles. En 1965, Nathalie la plus grande, et en 1969, Lucie. Donc elles évoluent toutes les deux collège, primaire, lycée à Mâcon. Ensuite, elles font leurs études supérieures à Lyon. Pour ce qui est de Lucie, elle est très intéressée par langue étrangère et surtout l'anglais. Donc elle va faire l'équivalent d'une licence langue étrangère maintenant, mais à l'époque c'était un DUG. Elle vit un peu la vie rêvée de tous les étudiants. Lyon, c'est une belle ville, une bonne vie étudiante, et puis en plus elle a un amoureux là-bas. Seulement, ça commence à plus bien marcher entre les 2 parents, et du coup Olga décide de revenir dans la région de sa naissance, la Savoie. Elle laisse pas trop le choix à Lucie de la suivre, alors que Lucie, c'est vrai qu'elle voulait continuer son DUG et puis surtout peut-être continuer aussi sa relation amoureuse. Donc de toute façon elle a pas eu le choix, ce qui fait que elle, la mère, a trouvé à Chambéry, pas loin de sa ville natale Bonneval, un travail dans une école, et elle a inscrit sa fille en école hôtelière. Finalement, c'est pas des études qui ont plu à Lucie, et Lucie, au bout de 2 mois, elle a abandonné, et puis elle a voulu retourner habiter chez son père à Verzé. Donc ça s'est plutôt bien passé, parce qu'en plus elle s'entendait super bien avec lui. J'avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'elle faisait, mais en tout cas, au moment de la retraite de son père, lui, il s'est dit je vais habiter dans la maison qu'on avait achetée à Bonneval. Évidemment, il emmène sa fille avec lui, et ce qui fait que eux, ils habitaient tous les 2 dans la maison qu'ils avaient rénovée, qui est une ancienne grange en fait, qui est quand même assez grande, une ancienne grange rénovée, puis ils habitaient au rez-de-chaussée tous les 2, qui avait été complètement rénovée et qui était assez grand pour les 2. De plus en plus, on remarque chez Lucie qu'elle se renferme sur elle-même. Ça va s'accentuer avec le temps. Donc déjà, on voit qu'elle a un peu du mal à se décider dans ce qu'elle a envie de faire dans ses choix de carrière. En 1993, elle réussit le concours écrit de l'école infirmière, mais elle ne va pas passer l'oral, on ne sait pas vraiment pourquoi. Elle va finalement devenir aide-soignante. En 1994, elle exerce à Moutier, et puis elle exerce en tant qu'aide à domicile. Puis finalement, elle change encore d'avis et elle se décide
va changer drastiquement de vie. Elle a envie de se tourner vers la vie religieuse et elle veut devenir sœur. Donc elle rejoint une communauté religieuse de sœurs avec qui elle reste pendant quelques années, puis finalement elle retourne habiter à Bonneval. Le souci c'est que son père il est assez malade, il s'est fait enlever un bout de poumon et malheureusement en 2006 il décède de sa maladie. Il laisse seul habiter dans cette grange et dans cette grande maison Lucie qui à cette époque-là a 37 ans. Sa mère travaille toujours à Chambéry et elle vient souvent lui rendre visite. Mais Lucie, elle devient de plus en plus solitaire, sa santé se dégrade et toutes ces journées, elle ne fait pas grand-chose, elle écoute de la musique sur l'ordinateur. Sa mère et sa sœur s'inquiètent de plus en plus, ce qui fait qu'elles vont la faire hospitaliser au centre hospitalier spécialisé de la Savoie à Bassins. Et c'est là qu'on va lui diagnostiquer une phobie sociale. Donc elle va rester longtemps hospitalisée jusqu'en 2011 et puis à sa sortie, ça je connaissais pas, elle va habiter dans un logement thérapeutique, un peu de transition, avec 3 autres colocataires. Peut-être pour l'aider à se réinsérer socialement, peut-être pour lui réapprendre à côtoyer d'autres personnes. En plus, elle est à 5 minutes du centre hospitalier. Elle a une permission mensuelle, elle a des aides spécifiques par rapport à sa maladie. Donc en plus, elle touche des allocations handicapées. Elle arrive assez à être autonome financièrement, elle a quand même une carte bleue, elle fait des petits achats, elle va au restaurant, prend des cafés. Elle a une voiture à l'époque, mais elle ne l'utilise pas. Elle va simplement utiliser son vélo. Pour le moment, on a l'impression que ça va, mais finalement, on se rend compte rapidement que son état n'a pas très évolué, malheureusement. Et entre-temps, sa mère, elle qui habitait toujours à Chambéry, elle est finalement à la retraite et elle décide d'habiter à Bonneval. Et en février 2012, Lucie a une permission d'1 mois, donc elle va y habiter avec sa mère. Et malheureusement, un jour, sa mère va la retrouver inanimée, inconsciente, avec des scarifications sur le bras et il se rend rapidement compte qu'elle a essayé de mettre fin à ses jours avec une prise de médicaments excessive. Après analyse, on sait que c'est des neuroleptiques qu'elle a pris. Là, on est en février 2012, elle va rester hospitalisée longtemps. Donc elle retourne au centre hospitalier de Bassins et elle va ressortir en septembre 2012 et là, elle va rejoindre son ancien appartement thérapeutique. Apparemment, à ce moment-là, elle semble aller mieux. Là, on arrive au 11 septembre 2012. Lucie invite sa mère à manger à l'aumônerie du centre hospitalier. Ça se passe plutôt bien. C'est la dernière fois qu'elle reverra sa fille. À partir de là, elle ne la reverra plus jamais. On sait ce qui se passe le 12 septembre, donc le lendemain. Elle avait une amie qui était aide ménagère dans l'appartement et avec qui elle était restée amie. Des fois, elle l'accompagnait faire des courses ou quoi que ce soit. Donc là, elle lui a demandé de l'accompagner faire des courses. Elle est allée faire des courses dans un Leader Price à côté, je crois, où elle avait acheté plusieurs paquets de gâteaux. Alors ça paraît anodin, mais c'était une quantité inhabituelle. D'habitude, elle achetait ce type de paquet de gâteaux simplement quand elle voulait aller rendre visite à quelqu'un pour lui offrir. Et là, apparemment, elle en avait beaucoup. Bon, elle s'est pas plus inquiétée que ça, mais c'est également la dernière fois que son amie va la voir. Comment on se rend compte qu'elle a disparu? Tout simplement, la mère, donc Olga, reçoit un appel du centre hospitalier le lundi 17 septembre 2012. Donc on va lui dire, votre fille aujourd'hui n'est pas passée et pourtant elle est censée, comme à son habitude, tous les lundis revenir chercher ses traitements et également passer du temps avec l'équipe thérapeutique. Je pense que ça doit être un peu un gage de confiance. Puis à ce moment-là, la disparition a été déclarée par le centre hospitalier. De son côté, Olga va à l'appartement thérapeutique voir s'il y a par hasard sa fille ou s'il y a des informations qu'elle peut avoir, mais comme sa fille est majeure, elle n'a pas accès à sa chambre. Malheureusement. Ce qui peut être compréhensible à ce moment-là parce qu'elle vient juste de disparaître et puis elle a pu partir faire sa vie pendant un petit moment. De son côté, Olga, elle s'inquiète quand même très rapidement. Elle va directement au commissariat de Chambéry. Là-bas, au commissariat de Chambéry, elle a un très mauvais accueil. Elle va essayer de dire, oui, elle avait une carte bancaire, donc pourquoi pas regarder si sa carte est active ou non, ou les achats, comme ça on peut savoir un petit peu où elle est. La personne qui l'accueille va lui dire des choses qui vont vraiment perturber Olga et qui en parle encore aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Donc je cite ce qu'elle va dire. Elle dit « Il prononce des paroles terribles sur les malades mentaux. C'est moche ce qu'il raconte sur les malades mentaux. Je suis scotchée sur ma chaise et je me dis vivement que ça s'arrête. » Ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour elle, clairement. Et là, déjà, on voit, vous voyez, que l'intérêt qui va être porté à cette affaire se ressent clairement avec cette première rencontre qu'il y a eu entre Olga et le commissariat. Et c'est ça qui est vraiment triste. Et pourtant, vous allez voir qu'il y a énormément de zones d'ombre dans cette affaire. À partir de ce moment-là, je suis assez choquée de voir que toutes les informations que je vous donne, que je vais vous donner, qui sont importantes, intéressantes à investiguer, sont disponibles que grâce à Olga et à sa famille qui l'a aidé à faire des investigations et à la RPD. Presque l'entièreté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été fait du côté des investigateurs et je trouve ça vraiment fou, vous allez voir, c'est super frustrant. Face à l'absence d'enquête officielle, c'est sa propre mère, Olga, qui va fouiller la vie de sa fille.
Comme je vous disais, vous avez pu le voir, là Olga elle se sent vraiment abandonnée, elle sait pas quoi faire, elle se démène toute seule, elle a aucune aide, en tout cas de la part du commissariat de police. Du coup elle s'est dit moi je vais prendre les choses en main et je vais faire mes recherches de mon côté. Elle a bien eu raison parce que grâce à elle, on a des informations cruciales dans cette affaire. Là on est au 24 septembre, donc pas longtemps après la disparition de Lucie, et Olga qui à cette époque-là a 75 ans, du coup commence ses recherches, vu qu'à chaque fois qu'elle essaye de contacter le commissariat, ils lui disent il faut attendre, non, on n'a pas de nouvelles, blablabla. Et qu'en clair, elle n'a aucune information sur ce qui est fait ou non sur la disparition de sa fille. Donc, elle prend les choses en main. Elle connaît sa fille, elle sait que sa fille, elle est religieuse et qu'elle pratique bien la religion catholique. Donc, elle s'est dit, vu qu'elle voulait devenir sœur à un moment, je vais essayer d'appeler les congrégations religieuses aux alentours, voir si par hasard, ils ont eu des nouvelles de ma Lucie, peut-être essayer de la décrire physiquement. Donc, elle a aucune information, mais il apparaît que finalement, elle a une information en provenance de l'abbaye bénédictine de Vénières, qui est en Saône-et-Loire et qui finalement se trouve être à une 50aine de kilomètres de la ville de son enfance, là où habitait son père pendant un moment, qui était Verzé. C'est intéressant à savoir, eux, ils vont lui dire, oui, effectivement, elle nous avait contacté pour se faire une retraite religieuse pendant une semaine à partir du 17 septembre. Donc vraiment le week-end après sa disparition. Elle était censée passer une semaine de retraite. Effectivement, c'est pas quelque chose qu'elle avait dit à ses proches, mais apparemment, de ce que dit l'abbaye, ils ne lui ont pas répondu ou donné suite à ce moment-là parce qu'ils avaient un problème informatique. Donc c'est quand même une bonne piste, à savoir qu'elle voulait partir une semaine en retraite religieuse. Donc avec cette nouvelle information, Olga va revenir au commissariat en leur disant voilà, j'ai fait le tour des congrégations religieuses et voilà ce que j'ai trouvé. Donc à ce moment-là, on lui dit pas grand-chose, on lui dit bon je vous conseille de faire une recherche dans l'intérêt des familles, ce qu'on appelait une RIF à l'époque, ce qui n'est plus possible de faire, qui n'existe plus aujourd'hui. Alors j'ai pas trop compris l'intérêt, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Surtout, je vais vous lire ce que j'ai compris. En fait, c'est une procédure administrative française grâce à laquelle une personne signalait être sans nouvelles d'une ou plusieurs personnes majeures apparentées et c'était là où les retrouver dans son propre intérêt. En fait, à partir de cette RIF qui était faite, le commissariat pouvait décider ou non d'ouvrir une enquête. Bon. En tout cas, c'est ce qu'elle a fait, ça ne lui a rien apporté. Elle sait simplement qu'il y a 2 gendarmes qui se sont déplacés au niveau d'un important site religieux, mais ça n'a rien donné. Et puis on sait pas trop pourquoi ils se sont déplacés là, mais en tout cas, voilà, ils sont allés, ils ont juste fait ça. Bon, à ce moment-là, encore une fois, Olga, elle est tenue au courant de rien. Elle continue à appeler sur le téléphone de sa fille parce qu'elle sait même pas si sa fille est partie ou non avec son téléphone à ce moment-là. Il faut savoir, comme je vous disais, qu'elle n'avait pas accès à toutes ses affaires comme c'était une personne majeure dans son ancien appartement. Donc elle appelle, elle laisse également des messages et puis personne ne lui répond jusqu'au 12 novembre 2012. Et le 12 novembre 2012, il y a le centre hospitalier qui l'appelle pour lui dire écoutez, il y a des affaires à Lucie, vous devez venir les récupérer. Elle vient les récupérer avec son frère puis ils se rendent compte que finalement c'est simplement des habits mais qu'il n'y a pas ni ses papiers ni son portable. Donc ça les avance pas à grand chose. Inutile de dire que vu qu'il n'y a aucune investigation qui a été faite, aucune géolocalisation du téléphone n'a été effectuée également. Ce qui, comme vous le savez, est super important pour essayer de connaître les faits et gestes, les allées et venues des personnes. Le 19 novembre, Olga, qui est vraiment au bout du rouleau, qui sait plus où donner la tête, elle décide d'aller à la gendarmerie de Moutier, dont dépend Bonneval, son petit village. Elle se demande est-ce que vous avez entendu parler de cette disparition? Elle commence à lui en parler, puis ils disent non, nous on peut rien faire, est-ce que vous avez un numéro de procédure? Il n'y a rien qui a été fait, il y a même pas de procédure qui est lancée, il n'y a rien du tout. Donc la gendarmerie lui conseille d'aller déclarer la disparition inquiétante. Moi je pensais que ça avait été fait, j'avoue que là j'ai un petit doute parce que apparemment c'est quelque chose pour moi qui avait déjà été fait, mais non. Donc là elle est allée déclarer la disparition inquiétante officiellement. Elle fait ses démarches toute seule de son côté, Olga, et d'ailleurs à un moment elle reçoit un relevé bancaire. Les dernières dépenses qui ont été effectuées c'était le samedi 12 et qu'ensuite il n'y a pas eu d'autres dépenses. Puis finalement elle précise que sa carte bancaire, son chéquier, des affaires à elle, puis ses affaires de toilette sont finalement retrouvées dans sa chambre, ce qui l'inquiète encore plus parce qu'elle dit que sa fille était quand même très coquette et que s'il y avait toutes ses affaires de toilette, ça paraissait quand même très bizarre. Elle continue toujours ses investigations toute seule, donc elle va dans toutes les congrégations religieuses, fait connaître le visage de sa fille en donnant 2 photos récentes. D'ailleurs, je crois que c'est les seules photos qu'on a qui sont disponibles. Il y aura que 2 photos dans cette vidéo, mais bon, j'ai pas d'autres photos. Donc c'est ces 2 photos qui permettent de voir à quoi ressemblait Lucie au moment de sa disparition. Et en tout cas, on retrouve toujours pas à ce moment-là le portable ou ses papiers d'identité.
Donc ça laisse un petit peu un espoir de se dire elle est peut-être partie simplement avec son portable, ses pièces d'identité, faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Olga continue ses recherches avec son frère et puis elle va placarder des avis de recherche de Lucie un petit peu partout dans Chambéry, dans les villages à côté. Elle fait ce qu'elle peut faire à son niveau. Et grâce à leur recherche, ce qui est génial, c'est qu'on retrouve et on commence à reconstituer le week-end de la disparition de Lucie. En effet, sa mère, elle connaît bien sa fille, elle sait que sa fille se déplace souvent en taxi. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait le tour des taxis et puis elle montre la photo de Lucie. Puis elle demande, excusez-moi, mais est-ce que vous la connaissez? Elle a disparu tant. Et puis elle tombe sur quelqu'un qui dit oui, moi je la reconnais. J'ai fait une course avec elle le samedi. En fin de matinée, je suis allée la récupérer à côté de son logement thérapeutique à Bassins. Je l'ai amenée à un magasin de bricolage. Donc là, j'ai attendu un petit moment. Elle est revenue avec 2 ou 3 planches contreplaquées de bois de 1 mètre carré environ et une boîte de vis. Donc il s'en souvient bien, c'est quand même assez précis. Il ne l'a pas redéposée chez elle, mais il l'a déposée à un endroit un peu incongru qui n'a rien à voir dans les hauteurs de Chambéry. Donc c'est sur une route, la route de Saint-Saturnin, à proximité d'une voie d'accès d'un institut spécialisé Saint-Louis-du-Mont qui est spécialisé pour les enfants et adolescents handicapés. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que aux alentours de l'endroit où il l'a laissé, donc à Saint-Saturnin, il n'y a rien d'autre à part une forêt, des habitations privées et puis cet institut. Donc on se dit peut-être que c'est là qu'elle a eu envie d'aller. En tout cas, c'est une information cruciale parce qu'on sait que c'est vers 13h qu'il l'a déposée à ce niveau-là. Ce qu'on sait également, c'est qu'elle est rentrée, alors on ne sait pas comment, par contre, on ne sait pas si c'est en voiture, qu'elle avait rejoint quelqu'un. C'est très possible. En fin d'après-midi, elle rejoint son appartement. On le sait parce qu'à ce moment-là, il y avait un seul colocataire qui était là et puis qui a pu le dire. Effectivement, lui dit qu'il l'a vu revenir sans ses planches. Et le lendemain, on sait que le dimanche 16 septembre, elle est allée à un office religieux à la chapelle du centre hospitalier. Elle est apparemment arrivée en retard. Elle est repartie après avoir communié. L'après-midi, à 16h, le dimanche après-midi, la dernière fois qu'on va la voir, c'est son colocataire, encore le même qu'il a vu la veille, qu'il avait vu revenir. Il la voit partir à 16h. Donc il peut la décrire. Elle était habillée avec un coupe-vent beige, des tennis blancs, un jean bleu et un sac à dos. Apparemment, lui va lui demander où est-ce qu'elle va et elle dit qu'elle n'a pas à lui dire. Voilà, c'est ce qui se serait passé. Mais en tout cas, c'est quand même des informations qu'on a réussi à récolter. Donc avec toutes ces informations cruciales, chauffeur de taxi, le fait qu'elle soit partie, la manière dont elle était habillée, Olga va ensuite au commissariat pour donner toutes ces informations. Il faut savoir que le chauffeur de taxi n'a jamais été auditionné. Ce que je trouve quand même très grave. C'est super frustrant parce que lui, il avait pas mal de choses à dire. En tout cas, toutes ces informations qu'il a dit, il les a dit à Olga, mais elles n'apparaissent pas dans le dossier de la disparition de Lucie. Donc c'est comme si elle n'avait rien dit, c'est comme si c'était juste un témoignage, pas officiel en fait. 3 mois et demi après la disparition, on est en décembre, et à ce moment-là, un autre coup dur pour la famille, on apprend que les allocations versées à Lucie sont arrêtées, sont stoppées. Bernard Valézy, dans son livre, parle d'une mort administrative avant même qu'aucune investigation n'ait été réalisée. Donc c'est vraiment une claque pour la famille, c'est horrible, c'est comme si, voilà, ils s'en débarrassaient, comme ça, hop, elle est partie, elle a fait sa vie. Alors qu'on a quand même des informations et qu'aucune investigation n'a été faite. À ce moment-là, début d'année 2013, Olga va continuer ses investigations. Elle va d'ailleurs aller dans l'agence d'Orange à Chambéry pour avoir des informations sur les dernières communications qu'a pu faire sa fille. Donc évidemment, l'agence ne peut pas tout lui donner. La seule information qu'il va donner, c'est le compte relié à votre fille a été recrédité en fin d'année de 5 €. Donc là, ça redonne un petit espoir. On se dit, ah, peut-être que finalement, elle a son portable, qu'elle est en vie quelque part. Et en fait, elle apprend quand même un peu plus tard que le téléphone avait été récupéré, alors qu'il était dans la chambre avec ses papiers d'identité, par un infirmier qui avait l'habitude de s'occuper de Lucie. Et que c'est apparemment et probablement lui qui avait recrédité 5 € sur ce téléphone, peut-être pour garder la ligne active, on ne sait pas. Donc à savoir que ce portable-là, il n'a jamais été investigué. Et puis il est toujours au centre hospitalier. Donc je trouve ça assez fou quand même. Parce que, comme on le sait, à partir d'un portable, non seulement avec les données de géolocalisation, mais surtout avec tout ce qui est SMS, appels, répertoire, dernière recherche internet, si elle avait internet sur son portable, on peut apprendre énormément de choses. Olga, elle a pris finalement un avocat qui est Maître Saint-André, qui lui déplore dès le début un grand manquement dans cette affaire, surtout des investigations qui ont été bâclées et qu'on s'est pris beaucoup trop tard, que toutes les hypothèses n'ont pas du tout été explorées. Et lui, il pense que finalement, dû aux antécédents de Lucie, elle a tout de suite été catégorisée comme une personne qui voulait mettre fin à ses jours. Il pense que c'est ce que le commissariat a pensé directement, ils se sont dit, bon, bah, elle a dû mettre fin à ses jours et puis un jour, le corps va ressortir. Ils sont restés bloqués sur cette hypothèse. À côté de ça, il y a des radiesthésistes qui ont essayé d'identifier, enfin de connaître l'emplacement du corps. Il y en a 2 en tout cas dont les résultats sont plutôt plus ou moins connus. Il y en a un surtout
où le résultat était quand même très précis, et le fait qu'ils paraissent quand même très désintéressés et surtout le fait que l'emplacement a l'air très précis fait que la RPD avec la mère de Lucie, Olga, vont aller sur place en décembre 2020 pour essayer de repérer les lieux et voir si c'est possible qu'il y ait un endroit où un corps aurait pu être enterré. Ils sont allés finalement se rendre compte que sur place c'était très difficile de penser que ça pouvait être un endroit où on aurait pu enterrer ou dissimuler un corps, parce que c'est une sorte de champ entouré de maisons et même d'un collège avec beaucoup de vis-à-vis, assez difficile d'accès, qui est pas mal bloqué par des endroits privés, donc avec des portails. Ça aurait été très compliqué de venir jusqu'ici avec un corps en plein milieu et d'enterrer sans que personne ne voit, sans que quelqu'un n'ait entendu ou vu quelque chose. Et donc Olga, là-bas, a pu se rendre compte que clairement, il y avait peu de chances que sa fille soit enterrée ou alors son corps soit ici ou dissimulé. C'était un endroit qui était pas très loin de Bassins, qui était à environ 8 minutes en voiture. Il y a un autre anesthésiste aussi qui avait travaillé, mais l'endroit n'est pas encore assez précis pour qu'il y ait des investigations qui soient faites. En tout cas, on a un gros rebondissement, plein d'espoir pour la famille, parce qu'en 2018, vous en avez beaucoup parlé sur cette chaîne, on a l'arrestation de Nordal Lelandais, on connaît son implication dans 2 meurtres, on se dit que peut-être, potentiellement, il pourrait être impliqué dans d'autres meurtres dans la région dans laquelle il a évolué. Donc dans cette région-là, la région de Savoie, autour de Chambéry, tout ça. Je vous avais parlé également de la cellule Ariane. Très rapidement, la cellule Ariane essayait de décortiquer toute la vie de Nordal Lelandais pour essayer de faire correspondre ou non des disparitions de la région. En tout cas, le dossier de Lucie Roux avait été retenu. L'enquête avait été réouverte. Le dossier a été rapidement clôturé, donc en novembre 2019, et la piste Nordal Lelandais a été écartée. Pourtant, vous allez voir, je trouve qu'il y a des coïncidences qui ont été relevées également par l'avocat de la famille de Lucie, qui sont quand même assez troublantes. Plusieurs hypothèses restent possibles. Il y a quand même pas mal d'informations qui montreraient que plusieurs de ces hypothèses pourraient complètement correspondre, ou en tout cas être totalement envisageables dans le cadre de cette disparition. Je vous parle de l'hypothèse privilégiée, clairement privilégiée par les enquêteurs, qui est l'hypothèse qu'elle ait mis fin à ses jours. Pourquoi ? Tout simplement par rapport à ses antécédents. Pour moi, Lucie ne s'est pas suicidée parce qu'on ne se suicide pas avec les médicaments qu'on leur donne. C'est fait pour justement empêcher les idées noires. Elle faisait du sport, elle faisait du vélo. Elle n'était pas en phase suicidaire, en fait, au moment de sa disparition. Mais vous allez voir qu'à côté de ça, on a énormément d'autres hypothèses. Déjà, on a l'hypothèse du départ volontaire, qui peut être étudiée par rapport à toutes les investigations que la mère avait faites, et notamment par le fait qu'elle avait décidé de réserver une semaine dans l'abbaye bénédictine de Vénières, pas très loin de son village d'enfance, donc peut-être retourner aux sources, retourner à la religion, et vivre vraiment une vie nouvelle, donc en laissant toutes ses affaires derrière elle et toute sa vie derrière elle, ce qui peut être possible. Pour moi, effectivement, les investigations à ce niveau-là doivent être reprises, mais surtout, ce serait important parce que même si elle a eu juste envie de changer de vie et de disparaître, il serait important que la famille sache. Aujourd'hui, la mère, il faut savoir qu'elle a 85 ans, de savoir au moins que sa fille est en vie, même si elle n'a pas envie de donner des nouvelles, elle n'a pas envie d'être en contact avec sa famille, ce serait important pour la famille de savoir que Lucie va bien, même si elle n'a pas envie de les côtoyer. Ça ferait peut-être mal, mais moins mal que de rester dans l'inconnu. Et pour moi, ce serait la piste la plus heureuse. Après, il y a évidemment la piste criminelle. Et vous allez voir, il y a plusieurs acteurs dans cette piste qui n'ont jamais été interrogés et qui peut-être étaient impliqués ou non dans une piste criminelle, mais en tout cas qui savaient peut-être des choses. Donc tout d'abord, on a son ami déjà qui l'accompagnait souvent faire les courses, disait que des fois devant l'appartement thérapeutique, il y avait un homme qui n'était pas identifié mais qui était souvent là, qui avait l'air étrange. Lucie disait qu'elle ne le connaissait pas, mais il était un peu bizarre, il avait l'air un peu pervers parce qu'il mettait toujours la main au niveau de sa braguette quand il voyait Lucie. Donc ça, c'est vrai que si on retrouvait cet homme et qu'on pouvait essayer de comprendre qui il était, on pourrait essayer de voir si potentiellement il la connaissait, qu'il avait des informations sur la disparition de Lucie. En plus de ça, il y a une piste qui est assez troublante et intéressante de ce que disait son colocataire, donc le dernier qui l'a vu ce dimanche où elle est partie à 16h, qui dit l'avoir vu. Il disait que le lundi, quand le portable a été retrouvé dans la chambre de Lucie, il y avait une notification comme quoi elle avait reçu un message d'un certain Jésus.
Donc c'est écrit Jésus, mais ça peut être Jésus, ça peut être prononcé Jésus aussi, mais pour le reste, là, je vais dire Jésus. Et en plus de ça, c'est recoupé avec ce qu'avait dit un infirmier à Olga, donc la mère de Lucie. Il lui avait dit que des fois, elle disait, Lucie allait à la rencontre de Jésus dans les bois. Est-ce que c'est un rapport? On ne sait pas. Donc elle, sa mère, elle était partie à ce moment-là sur le fait qu'elle allait tout simplement prier dans les bois ou faire peut-être une retraite spirituelle. On ne sait pas. Mais est-ce que peut-être qu'elle rencontrait un certain Jésus dans les bois? C'est possible. En tout cas, il devait être enregistré dans le répertoire. Et après certaines recherches, assez faciles à faire apparemment, on a montré qu'en 2014, il y avait un individu interné pour schizophrénie au pavillon psychiatrique de l'hôpital de Saint-Laurent-du-Pont. Il s'appelait Jésus ou Jesus. Apparemment âgé de 47 ans, il fuguait assez régulièrement. On l'avait déjà retrouvé en octobre de la même année, donc en 2014, sur Lyon, alors qu'il était censé être interné, et que c'est une personne qui représente du danger pour lui-même et pour les autres. Il avait été déjà arrêté pour vol sous menace d'une arme. Donc est-ce que ce serait le même Jésus qu'elle avait rencontré, qui était enregistré dans son répertoire? Est-ce que finalement il y a des choses qui ont mal tourné entre eux? Est-ce que c'est lui qu'elle rencontrait dans le bois? En tout cas, par rapport aux planches de bois qu'elle avait le jour où elle s'est fait déposer par le taxi proche de l'institut, mais également de ce que pouvait être un bois. Peut-être je m'étais dit moi qu'elle s'était fait un hôtel, elle voulait se créer un petit hôtel dans les bois où elle allait prier de son côté tranquillement. C'est peut-être envisageable, ou peut-être rien à voir, hein, qu'elle est allée voir quelqu'un à l'institut médicalisé et qu'elle a laissé les planches de bois là-bas, ou alors qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un et qu'elle a laissé les planches avec cette personne. Également, à cette époque, son amie qui l'accompagnait, vous vous rappelez, faire ses courses, disait qu'elle lui parlait souvent d'un homme dont elle était proche qui s'appelait Jean-François. Donc ce Jean-François, même si on ne l'a pas spécifiquement identifié, il n'a évidemment jamais été interrogé, vous en doutez bien, mais on sait qu'il a été hospitalisé au CHRS Antonius de Gaulle à Chambéry, donc on pourrait très facilement le retrouver et l'interroger également. Il y a aussi une piste qui est très possible, c'est la piste criminelle directement dans l'appartement thérapeutique. On sait seulement à partir d'un témoignage, donc de son colocataire, le seul qui était présent ce jour-là, le jour de sa disparition et la veille également, on sait qu'elle serait partie à 16h ce dimanche 13 septembre. C'est seulement sur ses dires à lui qu'on sait ça. Il serait très probable que peut-être il sache plus de choses ou qu'ils soient impliqués, hein, je dis bien peut-être, c'est une supposition. En tout cas, il n'y a presque aucune investigation poussée qui ont été faites dans ce logement thérapeutique, sachant qu'en 2012, depuis 2012, il n'y a personne qui habite dans ce logement. C'est un logement qui appartient à la commune et donc personne n'y habite pour le moment et personne n'a repris la chambre de Lucie après qu'elle y ait habité. Donc il peut y avoir des indices importants. La RPD y est allée d'ailleurs dans cet appartement thérapeutique et se sont rendus compte surtout que dans la chambre il n'y avait plus aucune affaire. Ils n'ont pas décelé à l'œil nu de traces qui pourraient montrer que Lucie a saigné quelque part ou pas. Par contre, ils ont trouvé une armoire un peu, vous savez, renfoncée dans le mur où dedans il y avait des planches qui pourraient correspondre à la dimension des planches que Lucie avait achetées la veille de sa disparition. Et peut-être que finalement, quand elle est rentrée avec ses planches. Vu comment était fait l'appartement, c'est possible qu'elle rentre avec des planches et que personne ne l'ait vue, que c'était justement pour réparer son armoire et qu'elle ne soit jamais réellement sortie vivante de cet appartement. Ce qui serait intéressant de faire, c'est des investigations plus poussées. Je vous en ai déjà parlé, mais on peut très bien effacer des traces de sang, mais qu'elles restent visibles au luminol, plus communément ce qu'on appelle le Blue Star. Donc ce serait des investigations assez rapides et faciles à faire, effectivement, si le dossier était réouvert. En plus de ça, je vous disais qu'il y avait 3 colocataires à ce moment-là. Il y en a seulement 2, dont ce fameux colocataire qui avait vu pour la dernière fois Lucie, qui ont été interrogés, mais très rapidement, vraiment le minimum syndical. Par contre, le 3e n'a pas été interrogé, et surtout, il y a eu d'autres personnes qui ont été identifiées, il me semble 3 autres personnes qui ont été identifiées, dont on connaît les noms, mais qui n'ont jamais été interrogées. Pourtant, ce sont des personnes qui ont habité un moment dans ce logement avec Lucie et qui l'ont côtoyée. Et évidemment, une grande piste, c'est la piste Lelandais. Même si elle a été refermée très rapidement, il y a quand même, comme je vous disais, des choses troublantes et qui, à mon avis, n'ont pas été assez explorées. Tout d'abord, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'en 2011, Lucie n'allait pas très bien, puis elle avait essayé de mettre fin à ses jours, et à partir de ce moment-là, elle avait été hospitalisée au centre hospitalier de Bassins. Qui, pendant sa convalescence, pendant son hospitalisation, elle s'était rapprochée, donc limite devenue amie, avec une voisine de chambre, et elles allaient souvent manger ensemble. Bon, même si avec cette amie,
elles ne se sont pas revues après le départ de cette amie du centre hospitalier. D'ailleurs, il se trouve que c'est très longtemps après la disparition de Lucie que cette amie a été au courant de sa disparition et elle s'est souvenue de plusieurs choses concernant les personnes qu'elles ont pu croiser au centre hospitalier. Et surtout, elle se rappelait qu'elles avaient vu plusieurs fois dans le parc du centre hospitalier un homme, cheveux rasés, assez jeune, avec un t-shirt blanc très moulant et surtout 2 chiens malinois qui jouaient avec une balle ou un ballon. Donc ça, elle l'a dit en 2018 quand elle a appelé l'avocat, quand elle a su que le dossier de Lucie était un des dossiers sélectionnés dans la cellule Ariane. Donc elle s'est dit oui, c'est vrai, ils semblaient pas connaître Lucie, puis ils se sont jamais vraiment parlé. Lui, il était souvent en train de fumer, soit il faisait des sourires aux femmes, ou soit il se montrait froid, mais il n'y a pas eu d'échange spécifique, en tout cas entre les deux. Donc c'est vrai que cette description-là, elle ressemble vraiment à Nordal Lelandais comme on le voit aujourd'hui, bon, même s'il ne ressemble apparemment plus du tout à ça, mais je vous montre à quoi à cette époque il pouvait ressembler, et c'est vrai que ça correspond tout à fait à la description qu'elle a donnée, puis surtout avec la présence des 2 chiens, des 2 malinois. Il y a des vérifications qui avaient été faites au niveau de la cellule Ariane, et puis qui ont montré que Nordal Lelandais n'avait pas été hospitalisé dans ce centre hospitalier en même temps que Lucie. Et c'est ça, entre autres, qui a fait que le dossier a été fermé, a été clôturé en novembre 2019. Pourtant, on pense que Nordal Lelandais venait régulièrement à Bassins. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a des recoupements quand même très troublants sur cette histoire. En 2018, il y a d'autres personnes qui ont appelé l'avocat de la famille de Lucie pour leur dire qu'ils avaient vu dans le centre et puis dans le parc effectivement Nordal Lelandais. Donc il y en a quand même plusieurs qui ont appelé et il y en a même qui disent qu'ils l'auraient vu manger avec Lucie. Bon, alors après, je dis pas qu'il ne faut pas écouter ces témoignages, hein, pas du tout. Mais je me dis que c'était en 2018, c'est au moment où Nordal Lelandais était très très médiatisé et que peut-être qu'ils pensaient se souvenir de quelque chose et qu'ils se sont dit ah mais il est clairement impliqué finalement s'il était là dans la région à ce moment-là, tout ça. Donc peut-être qu'ils l'ont imaginé, mais s'il y avait eu que ces témoignages, effectivement, ça aurait peut-être été un peu moins recevable en tout cas. Sauf qu'il y en a eu des nouvelles informations il n'y a pas longtemps. En 2021, c'était le procès de Nordal Lelandais dans le cadre de la mort du caporal Arthur Noyer. Il y a eu l'avocat de la famille et également Bernard Valézy qui sont allés à ce procès en tant que spectateurs. Hein. L'avocat du coup prenait pas mal de notes. Et effectivement, pendant ce procès, la vie de Nordal Lelandais a été décortiquée, ses faits et gestes, ses mouvements, tout ce qu'on a pu recenser a été redit pendant ce procès. Et il a pris des notes. Il y a quelque chose qui a fait tilt. Il y a une ancienne compagnie à Nordal Lelandais qui disait qu'ils avaient habité ensemble à Bassins à partir de janvier 2013. Et elle a donné la rue Lucien Rose. Et après quelques recherches très faciles sur Google, c'était seulement à 500 mètres du centre hospitalier. Donc clairement, si des gens l'avaient vu, c'était très possible. Donc c'était à 15 minutes à pied de l'endroit où il habitait avec sa compagne. Donc c'est très possible que pour aller balader ses chiens, il soit allé dans ce parc qui était quand même assez grand. Par contre, comme je vous le rappelle, Lucie a disparu en septembre 2012. Et là, on parle de janvier 2013. Donc c'est pas vraiment aux mêmes dates, mais il n'y a rien qui n'indique qu'il n'était pas dans la région et qu'il ne connaissait pas ce parc avant. En plus de ça, Nordal Lelandais était avant ambulancier, donc il est possible qu'il ait déjà travaillé et qu'il était déjà présent sur le centre hospitalier. Et peut-être que si on reste sur la piste Lelandais, hein, parce que c'est peut-être pas lui du tout, c'est simplement que c'est des investigations qui doivent être faites et qui permettraient de réouvrir le dossier en fait. Alors peut-être que du coup c'est avec lui qu'elle discutait, peut-être qu'elle avait rendez-vous avec lui avec des planches, parce qu'on sait que Nordal Lelandais aimait beaucoup la forêt, qu'il construisait des cabanes. On dit peut-être qu'elle a rencontré un endroit, qu'elle lui a laissé des planches, peut-être qu'ils ont construit des trucs ensemble, et peut-être qu'il est impliqué dans cette disparition tout simplement. Peut-être pas, mais en tout cas, il y a assez d'éléments pour moi pour réouvrir le dossier. Je vais vous faire la liste des investigations qui n'ont pas été faites et qui sont nécessaires pour essayer de comprendre au maximum cette disparition. Et quand on voit la liste des choses qui n'ont pas été faites, on a l'impression que c'est une blague. On se dit, mais vraiment, qu'est-ce qui a été fait sur ce dossier? Alors, je dis pas, c'est vrai que les policiers ont beaucoup de choses à faire, mais là, on est quand même sur du zéro qui a été fait. Donc, je sais pas. Et ça fait quand même 10 ans. Il faut savoir que maintenant, ça fait 10 ans qu'elle a disparu. Donc, tout ce qui n'a pas été vérifié depuis 10 ans doit l'être. Déjà, l'appartement. Simplement le passage au luminol Blue Star pour essayer de voir s'il y a des traces de sang qui ont été effacées, qu'on fasse des analyses ADN pour qu'on voit si c'est bien elle, que si c'est pas elle. Voilà, essayer au moins d'enlever cette hypothèse-là. Également, toutes les relations de Lucie qui n'ont pas été retrouvées et qui n'ont pas été interrogées. Donc, le taxi, le fameux ami Jean-François qu'elle connaissait mais qui n'a jamais été revu. La même chose pour le fameux Jesus ou Jésus qui avait envoyé un message le lendemain de sa disparition. Peut-être qu'il était au courant de quelque chose. Faire des investigations du côté de l'Institut spécialisé Saint-Louis-du-Mont. Peut-être que si elle était allée là-bas avec ses planches et qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un là-bas, alors soit un personnel qui travaillait, soit un adolescent,
parent, soit un enfant à la rencontre de quelqu'un là-bas, faire des investigations là-dessus et savoir si elle n'est pas retournée avec ses planches chez elle, qu'est-ce qu'elle a fait avec ses planches, tout reste à envisager encore. Est-ce qu'elle a fait une cabane, est-ce qu'elle a fait un hôtel, est-ce qu'elle a donné des planches à quelqu'un, est-ce qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un, comment est-ce qu'elle est revenue à son appartement le soir même? Il y a plein de questions qui restent encore en suspens. En plus, les 2 infirmiers qui s'occupaient de Lucie doivent être interrogés et on doit savoir aussi dans quelles conditions un des 2 infirmiers a récupéré le portable, pourquoi est-ce qu'il l'a gardé, pourquoi est-ce qu'il l'a recrédité et surtout, il faut que ce téléphone soit restitué pour qu'il y ait des analyses qui soient faites dessus parce que pour le moment, et je trouve ça fou, il n'y a aucune analyse qui sont faites. Également, des nouvelles recherches sur des congrégations religieuses. On s'est dit peut-être que simplement si elle voulait partir en retraite, vraiment s'isoler, elle avait dit ne dites pas à ma famille ou aux gens qui vous demandent où je suis, si je suis là ou pas, et peut-être que 10 ans après il serait bien de reprendre ces pistes et réinterroger un petit peu les congrégations pour essayer de trouver si finalement elle était bien dans un de ces établissements ou pas, si elle est rentrée en contact avec d'autres. C'est une piste très envisageable vu qu'elle avait essayé de contacter une abbaye pour passer une semaine en retraite religieuse là-bas, à partir du lendemain de sa disparition. Également, la saisie du dossier administratif et médical de l'hôpital de Bassins doit être réalisée et les médecins référents devraient être entendus également pour essayer de comprendre s'ils avaient entendu des choses de la part de Lucie, si elle se sentait persécutée, enfin pas mal de choses. Et enfin, tous les gens qui n'ont pas été entendus dans le cadre de cette disparition devraient l'être. Ce serait vraiment important. Il reste pas mal de choses à faire pour fermer des portes, peut-être en ouvrir d'autres, mais en tout cas faire quelque chose pour que la famille ait des nouvelles parce que aujourd'hui Olga a 85 ans, elle garde un faible espoir, mais elle garde quand même un espoir de retrouver sa fille en vie un jour. Là, elle commence quand même à vieillir, même si elle continue à faire le tour des petits villages aux alentours, d'essayer de montrer la photo de Lucie, mais c'est des photos qui datent de 10 ans alors. En tout cas, elle y croit toujours et on lui souhaite beaucoup de courage et j'espère que ce dossier va être réouvert parce qu'il y a quand même les éléments qui sont là, il y a les recherches qui sont là, il y a plein de choses qui sont en suspens qui n'ont pas été faites. Pour moi, tout doit être repris de A à Z. Et je vous avais parlé du nouveau pôle judiciaire national concernant les enquêtes non élucidées, les crimes non élucidés ou même les disparitions non élucidées, qui pouvaient donner un espoir aux familles qui va être mis en place à partir de mars 2022, comme l'a annoncé il y a une dizaine de jours maintenant Éric Dupond-Moretti. Ce pôle, ça peut donner pas mal d'espoir aux familles qui sont dans le cas des disparitions non résolues depuis des années et des années. Alors après, j'ai demandé des détails à Bernard Valizy pour essayer de bien comprendre. Lui m'a bien expliqué que c'est un pôle qui va être saisi par les tribunaux judiciaires ou des affaires d'homicide ou de disparition non résolues après au moins 18 mois d'enquête. En tous les cas, il faut qu'une enquête soit ouverte pour que les dossiers soient évalués dans ce pôle. Donc, avant toute chose, il faudrait que l'enquête soit réouverte pour que potentiellement cette cellule, ce pôle puisse travailler sur ce dossier. C'est pour ça qu'en amont, on ne peut pas vraiment savoir quel dossier, par exemple de la RPD pris en charge pour les disparitions inquiétantes non résolues, vont être ou non étudiés dans le cadre de ce pôle judiciaire. Donc ce qui est sûr, c'est que en l'absence d'enquête en cours, le pôle national ne pourra pas être saisi, d'où l'intérêt de faire réouvrir les enquêtes quand elles ont été classées. Pour Lucie Roux, alors on a très peu de nouvelles qui font bouger les choses. Par contre, on a des personnes dans l'association qui continuent de très bien travailler sur ce dossier et qui avancent sur plein de petits détails. Donc on continue à bien travailler avec la RPD et malheureusement, pas de grosses avancées dans ce dossier. Pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est important, je vous le répète à chaque fois, je trouve, pour comprendre un petit peu dans quel état psychologique et physique était la personne disparue et mieux appréhender les théories par la suite sur les choses qui pourraient lui arriver, vu qu'aujourd'hui il s'agit d'une disparition non résolue française. On retrouve Hugues Guton, un Français de 50 ans, qui au moment de sa disparition, donc en 2013, habitait à Saint-Étienne, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous savez, sur ma chaîne, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région à laquelle je suis rattachée dans l'association, a été sujette à énormément de disparitions plus ou moins médiatisées, donc cette disparition malheureusement en fait partie. Hugues Guton vit seul dans un studio du centre-ville avec son chat. Studio qui est situé rue Bourgneuf. Hugues, c'était une personne, un homme assez réservé sur pas mal de points, notamment sur sa vie sentimentale, mais c'était quelqu'un de très sympathique. Également, il était apprécié vraiment par ses collègues. En effet, il avait un travail, il était aide-soignant dans une maison de retraite, la Renardière
à Saint-Chamond et il entretenait de bonnes relations non seulement avec ses patients mais également, comme je vous le disais, avec ses collègues de travail. Au niveau familial, Hugues est divorcé depuis quelques temps maintenant et il a un fils, Gaël, qui à l'époque de sa disparition avait 26 ans. On ne peut pas dire que Gaël et Hugues sont non plus extrêmement proches, mais ils ont une très bonne relation quand même entre un père et son fils. Ils se voient quelques fois quand ils peuvent. Ils prennent souvent des nouvelles l'un de l'autre au téléphone. Après, Hugues, malheureusement, il n'est pas autant disponible qu'il le pourrait par rapport à son emploi du temps qui est assez restreint, restrictif et en décalé par rapport aux autres emplois du temps, on va dire, pour des métiers diurnes. C'est ce que souligne d'ailleurs son frère qui s'appelle Jean-François, qui a eu la gentillesse de témoigner dans ma vidéo. Il souligne que oui, il était proche de son frère, il s'entendait très bien, mais que malheureusement, il se voyait pas autant qu'il le voudrait ou qu'il le pourrait à cause justement de cet emploi du temps-là. Pour ce qui est de ses parents, malheureusement, il les a perdus depuis un petit moment. D'abord son père, ensuite sa mère. C'est vraiment un homme qui ne fait pas parler de lui, un homme tranquille, qui mène une vie très paisible, mais malheureusement c'est aussi un homme qui a développé des soucis d'addiction et notamment au niveau alcool. Effectivement, il était très porté sur la boisson au moment de sa disparition, c'était quand même un problème. Il avait tendance à pas mal boire et bon, quand on pose la question à son frère, il n'avait pas un alcool très mauvais, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'alcool violent, il n'avait pas non plus l'alcool très heureux, il avait un alcool triste, c'est-à-dire qu'il ressassait un petit peu des moments tristes de sa vie quand il avait trop bu. Mais en tout cas, jamais aucun acte de violence de sa part n'a pu être recensé, ni aucun souci d'ailleurs avec la police ou autre chose. Peu avant sa disparition, il avait fait de nouvelles rencontres, de nouveaux amis qui étaient bien plus jeunes que lui. Comme il était porté sur la bouteille, il a rencontré des personnes qui eux aussi étaient pas mal portées sur la bouteille, voire sur d'autres choses, consommation de stupéfiants, vous connaissez un petit peu, cannabis, voire même drogue dure. Et pour passer du temps ensemble, ils vont faire des soirées et pour ces soirées-là, ils vont se rencontrer dans un squat qui est vraiment à 2 minutes à pied de chez Hugues, donc pour lui c'est parfait, c'est-à-dire qu'il n'a même pas à utiliser la voiture, il rentre à pied, tant mieux vu que c'était des soirées qui étaient quand même très alcoolisées. C'était dans une rue qui s'appelait la rue Boisson que tout ce groupe-là se rencontrait pour faire les soirées alcoolisées. Voilà très rapidement et très succinctement comment on peut évaluer le contexte de vie de Hugues au moment de sa disparition, donc en novembre 2013. On arrive rapidement au jour de sa disparition. Ce jour-là, c'est le 30 novembre 2013, le samedi 30 novembre 2013. C'est une journée assez fraîche. À Saint-Étienne, on avoisine à peu près les 0 degrés. En plus de ça, la nuit tombe vite, 17h ce jour-là. Vous verrez pourquoi c'est important pour la suite des événements. Comme d'habitude, Hugues appelle son fils, ils se prennent des nouvelles au téléphone. Il est à peu près 18h. Gaël dit que bon, à ce moment-là, ils ont parlé un peu de tout et de rien. Le type de discussion qu'on peut avoir quand on comprend des nouvelles tout simplement. Par contre, ce qu'il a remarqué, c'est qu'il avait l'air très certainement et très clairement sous l'emprise de l'alcool déjà à ce moment-là, donc il avait déjà bu quelques verres. Mais bon, mis à part ça, il n'y avait rien d'alarmant, rien de suspect, un appel, tout ce qu'il y a de plus banal, en tout cas à ce moment-là pour Gaël. Le lendemain se passe, le surlendemain se passe, les jours suivent, Gaël n'a pas plus de nouvelles de son père que ça, mais comme je vous ai dit, il se donne pas non plus des nouvelles tous les jours, donc lui il ne s'inquiète pas. Et là, tout va prendre une autre tournure à partir du mercredi 4 décembre 2013, donc 4 jours après ce dernier appel téléphonique qu'il y a eu entre Gaël et son père. C'est l'employeur de Hugues qui va appeler Gaël en disant on a essayé d'appeler votre père et ça ne répond pas, donc on vous appelle pour savoir si vous avez des nouvelles car il n'est pas venu depuis plusieurs jours maintenant au travail. Depuis 3 jours exactement. Rapidement, effectivement, Gaël s'inquiète, il essaie lui aussi d'appeler son père, ça répond pas. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler les pompiers pour qu'ils puissent aller voir ce qui se passe chez son père. Et d'ailleurs, il va être là au moment où les pompiers vont forcer la porte d'entrée de Hugues, vu qu'il ne répondait pas, pour voir si par hasard il aurait fait un malaise. Peut-être qu'il lui aurait été fatal malheureusement, mais ça arrive. Ou peut-être qu'il s'est blessé, qu'il ne peut pas se déplacer, qu'il ne peut pas atteindre un téléphone ou quoi, et qu'il faut absolument le prendre en charge. Donc les pompiers vont arriver, ils vont forcer la porte, et personne, aucun Hugues, dans le studio, dans cette rue Bourgneuf. C'est un peu bizarre parce que ce qu'on remarque, c'est seulement le chat. Je vous avais dit qu'il habitait avec un chat qui a l'air affamé, il n'y a plus de croquettes et sa litière n'a pas l'air d'avoir été changée depuis quelques temps maintenant. C'est inquiétant parce que Hugues adore son chat et qu'il ne l'aurait jamais laissé comme ça, sans surveillance, il ne serait jamais parti sans en tout cas.
c'est quand même assez suspect. Très rapidement, effectivement, on fait un tour de l'appartement pour essayer de récolter les premiers indices. On remarque plusieurs choses. Déjà, on remarque qu'il n'y a pas la clé de voiture de Hugues. On remarque également qu'il a pris la clé de son appartement parce que l'appartement était en effet fermé à clé. Il n'y a pas non plus sa carte d'identité ni sa carte bancaire. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que sa voiture est bien garée à sa place de parking habituelle. Donc, il semblerait que Hugues ne soit pas parti avec sa voiture ce soir-là, mais qu'il aurait embarqué sa clé de voiture. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, Gaël va prévenir ses proches, va prévenir Jean-François et va également prévenir le commissariat. Le commissariat qui va prendre très vite cette disparition inquiétante au sérieux. Donc à partir de ce moment-là, les investigations et du côté de la famille et du côté de la police vont pouvoir commencer. Premier réflexe, qu'est-ce que va faire Gaël? Il va essayer encore une fois de rappeler son père. Parce que c'est vrai que c'est la première chose à laquelle on pense. On va l'appeler, peut-être qu'il va décrocher, peut-être qu'il est chez quelqu'un, peut-être que voilà, c'est un adulte, il a 50 ans. Et Gaël va tomber sur un homme au téléphone qui malheureusement, et c'est ce qui est très inquiétant, n'est pas Hugues. Alors, il aurait très bien pu se faire voler son téléphone, ce qui expliquerait qu'il aurait du mal aussi à contacter sa famille, ses proches, c'est possible. En tout cas, cet homme, ce qu'il remarque, c'est qu'il a un fort accent maghrébin, et malheureusement, derrière, quand on essaie de savoir qui c'est, il a raccroché très rapidement. De la même manière, Jean-François va aussi essayer d'appuyer sur ce numéro, et lui, il va tomber sur une femme avec également un très fort accent de l'Est, et là, il va poser la question: est-ce que vous pouvez me passer Hugues? Et elle va lui dire: attendez, je vous le passe. Mais elle ne va passer le téléphone à personne et elle va raccrocher très rapidement également. Il y a une vérification aussi qui est faite au niveau des hôpitaux de la région pour voir s'ils avaient accueilli dans leur établissement un patient du nom de Hugues, ou alors un patient qui ne se rappelle pas de son nom, qui serait amnésique, pour savoir si oui ou non, tout simplement, il serait pas juste blessé quelque part. Et malheureusement, ça ne correspond à aucune description et de Hugues et du type de patient qui a été accueilli ces derniers jours dans les hôpitaux du coin. Donc la déclaration, comme je vous disais tout à l'heure, de la disparition inquiétante au commissariat central de Saint-Étienne est faite le lendemain où, vous savez, la porte de chez Hugues a été forcée, donc ça a été très rapide. Eux aussi, les policiers de leur côté, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont appeler sur le numéro de Hugues. Ils ont peut-être fait, selon Jean-François, donc le frère de Hugues, l'erreur d'appeler en se présentant. Donc ils se sont présentés à la personne qui a décroché. C'était apparemment un homme qui a décroché. Eux, ils se sont présentés en disant qu'ils recherchaient Hugues, et après, malheureusement, la personne a raccroché, et de ce que j'ai pu comprendre, c'est la dernière fois que quelqu'un a répondu à ce téléphone. Qui était cette personne qui a décroché? Est-ce que c'était une connaissance de Hugues? En tout cas, on sait que ce n'était pas Hugues qui avait décroché cette dernière fois. Quand les policiers, une policière a appelé en se présentant, ça a été une erreur fatale parce que ça les a mis en alerte, je pense, sur la téléphonie, pour parler entre eux peut-être. Et le téléphone, on l'a jamais retrouvé de mon frère. Dans le cadre de l'enquête, et c'est ce qui est le plus important, les enquêteurs vont interroger les compagnons de beuverie de Hugues qu'ils côtoyaient depuis peu. Et c'est là qu'on apprend que le jour de la disparition, après l'appel à 18h avec son fils, Hugues avait rejoint finalement le squat pour faire une soirée comme d'habitude avec ses amis, et il était à peu près 21h. Donc j'imagine que s'il était déjà alcoolisé à 18h, soit il a fait une pause et il y allait, il était un peu plus sobre, ou soit il était allé, il était déjà alcoolisé quand il y allait à 21h dans ce fameux squat. Apparemment à cette soirée, donc il y avait une quinzaine de personnes, ça fait quand même une bonne soirée dans un appartement, et c'était presque essentiellement des hommes. Là-bas, ils consomment énormément d'alcool, vous vous en doutez. Il y a beaucoup aussi de consommation de stupéfiants, tout en sachant que Hugues a apporté, lui, de son côté, 2 bouteilles de whisky. Donc je vous ai dit, il est arrivé à 21h, 22h, il y avait déjà apparemment plus d'alcool pour continuer la soirée, et donc il y a une sorte de petit groupe qui s'organise pour aller acheter de l'alcool. Donc c'est celui qui est considéré comme l'occupant en chef des lieux, mais occupant du squat, quoi, occupant d'un lieu qui n'est pas le sien, qui s'appelle Laurent. Lui propose du coup d'organiser ce petit groupe là pour sortir rapidement, acheter de quoi boire et de continuer la soirée. Et il décide de partir en voiture. Et à ce moment-là, il y a un ami à tout ce groupe-là qui s'appelle Frédéric, qui lui va être le conducteur de la voiture et qui va utiliser sa voiture. Lui, qui c'est Frédéric? C'est un homme qui apparemment est assez proche des gens du voyage et qui a eu aussi plusieurs soucis avec la justice. Et ils ont décidé de se diriger vers le plateau de Bessy. C'est un endroit aussi, il y a une sorte d'endroit sur ce plateau où les jeunes ou les groupes de gens se regroupent entre eux à côté des voitures pour boire des verres, discuter et ensuite partir chacun tous de leur côté. Donc là, on a Laurent, on a Frédéric, et parmi ce
ce groupe, en plus, il va y avoir Brian qui va les accompagner, qui lui est vraiment jeune, il a 19 ans, et qui est également un délinquant. À noter là que Laurent, Frédéric et Brian, les trois là, c'est des personnes très importantes dans la suite de l'histoire, donc retenez bien, ils sont tous connus des services de police. Le groupe va gentiment proposer à Hugues de les accompagner. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Hugues, c'est un peu le seul qui a une vie à peu près normale à côté de tout ce qui est boissons et soirées. C'est lui qui gagne de l'argent et donc il a un peu d'argent, et donc ils vont l'inviter dans le groupe pour faire en sorte que ce soit lui qui paye ce qu'ils vont boire pour la suite de la soirée. Alors à ce moment-là, il est à peu près 22h comme je vous ai dit, donc le quatuor part avec la voiture de Frédéric qui est une Citroën Xantia et il se dirige vers Roche-la-Molière qui est à une dizaine de kilomètres du lieu du squat à Saint-Étienne. C'est une petite bourgade qui est à l'est de Saint-Étienne. Ils veulent retirer de l'argent, en fait ils veulent que Hugues retire de l'argent et on ne sait pas pourquoi il ne va pas réussir. Alors est-ce qu'il avait trop retiré? Est-ce qu'il s'est trompé dans son code confidentiel parce qu'il avait trop bu? Ils vont repartir bredouille, on va dire, sans argent retiré. On le sait, c'est au niveau d'un distributeur automatique de la banque Caisse d'Épargne. Comment est-ce qu'on sait ça? Vous savez, au niveau des distributeurs automatiques, on a des caméras intégrées et effectivement, on voit Hugues essayer de retirer de l'argent accompagné d'un autre homme et on les voit partir, s'en aller du distributeur automatique vers ce qu'on pense être la voiture pour partir tous ensemble. Et on a même l'heure exacte qui est 22h27. Et c'est grâce à cette caméra qu'on peut identifier le dernier signe formel de vie de Hugues qui est du coup ce samedi 30 novembre à 22h27. On voit du coup qu'il était accompagné à ce moment-là. Le récit des faits, comme je viens de vous l'expliquer, est plutôt cohérent entre les trois hommes qui sont interrogés par la police, mais il n'y a pas vraiment de différence quand ils expliquent un peu ce qui s'est passé. C'est par la suite que ça commence un peu à vriller dans tous les sens. Ce qu'on sait après, et ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont allés sur le plateau de Bessic, comme je vous l'avais expliqué, l'endroit pour prendre des bières, boire ensemble, discuter, qui est près d'un ancien camp de Rome, qui aujourd'hui n'existe plus. Apparemment, il y aurait eu une discussion houleuse entre Hugues et les trois autres, donc Ryan, Frédéric et Laurent, parce que Hugues voulait sortir lui en soirée, on sait pas trop ce qui s'est passé, c'est flou, mais au bout d'un moment, les trois auraient laissé Hugues sur le côté, sur la route, au bord de la route, ou alors Hugues serait parti lui-même, on sait pas trop, et eux, ils seraient repartis. Puis leur voiture emprunte cette route de campagne. C'est là que les passagers du véhicule disent avoir perdu la trace du quinquagénaire. C'est ici que Guton leur dit « Je ne veux pas rester avec vous, déposez-moi ». Par contre, ils disent il est parti en direction des bois. Et quand vous regardez aux alentours, quand même des difficultés pour trouver des zones boisées. Une incohérence que n'a pas éclairci l'enquête de police. Et il serait peut-être même revenu le chercher, il ne l'aurait pas retrouvé, mais vraiment, au niveau cohérence de tout ce qu'il dit après, on ne s'y retrouve vraiment pas. Comme je vous disais, les témoignages et les versions des uns et des autres diffèrent et divergent complètement. Mais non seulement leur version est différente entre eux, mais en plus, elle contre-indique les résultats du bornage téléphonique qui a été demandé par les enquêteurs. Effectivement, on n'arrive pas à comprendre comment ces trois hommes sont rentrés chez eux, comment ça s'est passé. Il y en a un qui dit que lui, il a ramené tout le monde, donc je crois que c'est Frédéric, celui qui conduit la voiture, qui a dit que lui, il a ramené tout le monde au squat et que tout le monde s'est débrouillé derrière pour rentrer comme il voulait chez eux. Et il y en a d'autres qui disent que non, Frédéric les a bien raccompagnés chez eux directement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais revu de ce qu'ils disent Hugues. Mais le bornage dit d'autres choses. Le bornage dit par exemple, là on se rend compte qu'il y a un des trois hommes qui finalement n'était pas dans la voiture avec les deux autres et qui est resté sur place. Et par contre, on se rend compte aussi que le téléphone d'Hugues borne à côté du téléphone d'un autre, c'est-à-dire comme s'il était rentré lui aussi sur Saint-Étienne, alors qu'apparemment il n'a jamais été revu. Donc c'est là qu'on peut confirmer, en regardant bien le bornage des téléphones, que le téléphone d'Hugues était bien avec un des trois hommes. Après la disparition de Hugues, il était avec Frédéric, le conducteur de la voiture. Il est acquis que celui qui avait le téléphone de mon frère pendant plusieurs jours, le téléphone c'est le conducteur de la voiture qui l'avait, ça c'est sûr. Ils lui ont demandé, donc lui a dit ah ben oui mais il l'avait prêté. Bon là je crois quand même qu'ils lui ont collé, d'ailleurs c'est dans le procès verbal, ils nous ont dit c'est le seul truc pour l'instant qu'ils ont pu lui mettre sur le dos, c'est vol de téléphone. Donc là en fait le téléphone de mon frère il l'avait gardé, c'est lui qui l'avait, ça c'est sûr. L'ancien commissaire de police là, qui nous a fait un topo sur la téléphonie. Oui. Et ça, quand on va avoir un nouveau juge d'instruction à la rentrée, on va le demander via notre avocate. Lui, il a remarqué, moi j'avais pas fait gaffe, que
on a le conducteur de la voiture qui dit être rentré vers minuit et demi chez lui. C'est vrai que ça monte vers chez lui à minuit et demi, ouais, a priori. Et que là, il a ramené tout le monde. Et le commissaire de police m'a fait remarquer qu'a priori, à la même heure, eh bien, au Bessy, il y a le téléphone d'un des trois qui borne. Donc, comment c'est possible? Donc déjà au niveau téléphonie, tout ça c'est très flou parce qu'il y a pas mal de données qui ont été récoltées, notamment tout ce qui est la téléphonie d'un des trois hommes, je sais plus lequel, mais par contre cette téléphonie n'a pas été scrupuleusement analysée. Ce qui fait qu'il nous manque des informations de positionnement, de qui était où, à quelle heure, et qu'on est un peu perdu en fait dans ce dossier pour savoir qui a fait quoi exactement à quelle heure. Tout ce qu'on sait, c'est que certaines données qu'on a pu analyser diffèrent avec les versions des uns et des autres, et ces versions des uns et des autres diffèrent entre eux. Donc en fait, il y a quand même du micmac et c'est un peu étrange. Donc le lendemain de la disparition, on apprend aussi qu'il y a un jogger qui a retrouvé la carte d'identité d'Hugues. On a retrouvé cette carte d'identité sur le bord d'un chemin du plateau de Bessy, mais pas à l'endroit qu'avaient indiqué les trois hommes où ils étaient censés avoir laissé Hugues repartir tout seul dans ce lieu qui est un endroit où il n'y a vraiment rien autour. C'était quand même à 3 km de ce lieu-là. Donc est-ce qu'il l'aurait perdu quand il aurait marché pour essayer de retrouver son chemin ? Ou est-ce que quelqu'un l'a déposé là? Pourquoi je dis ça? Parce que le jogger qui explique avoir retrouvé cette carte d'identité explique que justement ça l'avait un peu troublé. Il avait noté le fait qu'elle paraissait propre et sèche. Bon, il l'a retrouvée le lendemain. Mais pourquoi je dis que c'était bizarre? Parce que autour il y avait quand même pas mal de neige et que c'était quand même assez humide. Rappelez-vous, il faisait frais, proche de 0 degré à Saint-Étienne à ce moment-là. Lui, en fait, ce jogger, quand il a retrouvé cette carte d'identité, il l'a intelligemment laissée dans la boîte postale de l'adresse qui avait indiqué sur cette carte. Et c'est Gaël qui, quelques jours après, a récupéré le courrier de son père en son absence, qui s'est rendu compte que la carte avait été redéposée là. Et donc après, il y a eu des analyses de fait et ils se sont rendus compte, avec les témoignages, que c'était un jogger qui l'avait déposé ici. Est-ce qu'il y a des analyses d'empreintes digitales qui ont été faites? Il n'y avait rien d'interprétable dessus, ouais, non. Ouais, parce que s'il a neigé et tout, c'est un peu compliqué, effectivement. Peut-être qu'ils n'avaient rien trouvé lorsque... Et puis, c'est vrai que les policiers n'avaient pas insisté, ils ont dit, oh, mais tout le monde a dû la toucher, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte d'identité, elle a été trouvée exactement 3 km plus loin du lieu supposé d'abandon par les trois de la voiture, qui disent, on a laissé Hugues Guton à tel endroit. D'accord? Et la carte d'identité, ils la retrouvent 3 km plus loin. D'accord. Donc ça peut vouloir dire que en fait ils l'ont pas déposé là où ils indiquent le premier lieu, mais vers la carte d'identité. En plus de tout ça, il y a des recherches qui ont été effectuées par les enquêteurs, il y a des battues qui ont été effectuées qui n'ont rien donné, il y a des plans d'eau, donc notamment des étangs qui sont présents sur le plateau de Bessy qui ont été sondés, mais aucun élément n'a été retrouvé non plus. Hormis cette carte d'identité et ce portable un petit peu qui s'est baladé de manière bizarre, il n'y a aucun élément sur ce qui a pu devenir Hugues après cette soirée du fameux samedi 30 novembre 2013. Il y a des chiens pisteurs qui ont été amenés pour essayer de flairer une piste ou alors pour découvrir peut-être des éléments, mais malheureusement ils ont été amenés 3 mois après la disparition sur place, sur le lieu indiqué par les 3 compères, on va les appeler comme ça sinon c'est compliqué, les 3 compères qui étaient présents le jour de la disparition d'Hugues, qui sont les dernières personnes à l'avoir vu en vie. Et 3 mois après, donc, ils ne vont flairer aucune piste. Bernard Valézy, que vous commencez à bien connaître sur cette chaîne, qui est le président régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui est l'enquêteur dédié à ce dossier de disparition, explique que 3 mois après, dans les conditions météorologiques, on va dire, dans le lieu où aurait disparu Hugues, c'était presque sûr que les chiens n'allaient pouvoir flairer aucune piste. Le vent, les intempéries auraient pour lui effacé la plupart des informations. Les pistes que pourraient flairer les équipes cynophiles, malheureusement, sont inexploitables. Ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont sondé des étangs, une petite mare, ils ont gratté qu'une pelleteuse, je crois, un endroit vers la carte d'identité, ils ont fait des surveillants d'hélico. Le problème, c'est que ils ont fait ça plus de 2 mois, voire même 4 mois après les faits. Ouais, les chiens renifleurs sont passés 4 mois après. Ces fameux 3 compères, ces 3 protagonistes ont quand même été placés sous écoute par les enquêteurs. Et de toutes ces écoutes et ces enregistrements, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, un seul élément intéressant ressort. C'est une des personnes qui est en communication avec un des 3 compères, qui va expliquer qu'il ne veut pas finir comme Hugues dans le coffre. Il dit, lui, il va finir dans un coffre comme le Hugues Guton.
ça commence à faire tilt, on commence à se créer un scénario. Je suis sûre que vous aussi, vous commencez à créer le scénario, comme moi je me suis créé aussi, et comme j'imagine les proches ont commencé aussi à se créer. En plus de ça, qu'est-ce qu'on apprend? La voiture, vous vous rappelez la Citroën Xantia qui était utilisée ce soir-là pour faire les allers-retours, qui était la voiture de Frédéric, mais qui n'était pas au nom de Frédéric, parce que lui, il conduisait apparemment sans permis, donc il était au nom de sa femme, a été vendue seulement 2-3 semaines après la disparition de Hugues, à une valeur à peu près de 600 €. Heureusement, les enquêteurs retrouvent cette voiture. Ils vont pouvoir l'analyser et même mettre sous scellé certains éléments de cette voiture qui sont plutôt intéressants. Tout d'abord, ils vont passer le Blue Star dans le coffre. Le Blue Star, je vous le rappelle très rapidement, ça permet de détecter des traces de sang, même qui ont pu être lavées ou effacées, et pouvoir potentiellement en extraire l'ADN. Le Blue Star est passé, quelques micro-gouttes sont retrouvées, et il y a plusieurs analyses qui sont faites par plusieurs laboratoires différents, qui vont nous permettre de dire que ces gouttes de sang retrouvées sont très probablement du sang animal. Donc juste là, c'est plutôt rassurant. Est-ce qu'ils ont passé le Blue Star ou pas dans le coffre? Ouais, ça ils l'avaient fait. Alors ça c'est vrai, on peut pas leur reprocher. Ils avaient fait une première analyse et qui disait éléments trop dégradés, donc on peut pas savoir ce que c'est, sang animal, sang humain. Enfin ils disaient a priori que c'était pas du sang humain. Ils avaient mandaté un deuxième labo qui est arrivé aux mêmes conclusions. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu voir si c'était du sang. C'est vrai que le coffre était gorgé d'eau. Un truc qui est moins rassurant par contre, c'est que le coffre a extrêmement été lavé avant la vente, c'est-à-dire qu'ils l'ont javelisé, ils l'ont parfumé, et même le tapis de coffre était quand même très humide, comme imbibé d'eau, ce qui d'ailleurs a pu potentiellement détériorer plusieurs autres pistes. 6 pistes il y a dans ce coffre, vous voyez ce que je veux dire. Il y a plusieurs éléments pileux également qui ont été retrouvés. Et l'ADN de ces éléments pileux a été extrait. Et pour le moment, ils sont conservés, mais malheureusement, personne n'arrive à voir s'il y a vraiment des analyses qui ont été faites sur ces éléments pileux. La famille ne le sait pas, donc on ne sait même pas si ça allait dans la procédure ou pas, s'il y a des choses qui ont été faites à ce niveau-là, donc là ça reste en suspens, et pourtant ça pourrait être intéressant de voir si oui ou non c'est des éléments pileux qui pourraient être intéressants dans le cadre de la disparition de Hugues. En tout cas, s'il y a des analyses qui ont été faites, les résultats n'ont jamais été communiqués ni aux avocats qui ont été sur ce dossier, ni à la famille. Frédéric, dans ce dossier, sera quand même mis en examen pour enlèvement et séquestration, parce que je pense que c'est lui qui déjà conduisait la voiture, et en plus lui qui avait aussi eu en sa possession le portable d'Hugues après sa disparition. Tandis que les deux autres compères, Ryan et Laurent, eux sont placés en tant que témoins assistés. Et ça c'est entre 2018 et 2019, donc ça fait entre 5 et 6 ans après la disparition de Hugues. On a quand même l'impression que la police a fait pas mal de choses. Effectivement, la police a fait pas mal d'investigations, mais elles n'ont jamais été très poussées. Ce qui fait que oui, on a récolté certaines données de géolocalisation, mais on les a pas vraiment analysées et recoupées tout ensemble. Oui, on a mis sous scellé et le tapis de sol et les éléments fileux et on a extrait l'ADN, mais est-ce qu'on a réellement fait derrière des vraies analyses? Parce que pour le moment, on le sait pas vraiment. Et il y a également eu des soucis au niveau de l'analyse téléphonique d'un des 3 compères qui n'a pas été réalisé et qui pourtant avait été placé sur un CD-ROM qui avait disparu mais qui finalement a été retrouvé, enfin voilà. Donc c'est un micmac, on a l'impression qu'on a plein d'informations mais elles n'ont jamais été réellement poussées, ces analyses-là, de tous ces éléments qu'on a, et c'est assez frustrant parce que comme je vous dis, on a l'impression d'être au bout de la vérité, ou en tout cas d'avoir un scénario en tête et de pouvoir voir si oui ou non ce scénario est possible ou pas. En plus de tout ce que je viens de vous énoncer, les petits soucis, les petits micmacs de la justice, il y a quelque chose qui pour moi aurait été logique de faire, sachant que les 3 compères ont des versions différentes qui se contredisent. Il aurait fallu faire une confrontation très rapidement après la disparition de Hugues, qui n'a pas été demandée par le premier juge d'instruction qui était en charge du dossier. Parce que oui, il y a eu 4 juges d'instruction qui se sont relayés sur ce dossier, donc il y a des passations qui se font et il y a du temps qui se perd entre chaque passation, entre chaque juge d'instruction, et c'est du temps perdu pour la famille et pour Hugues. En effet, c'est important pour moi de mettre ces 3 personnes, ces 3 protagonistes en confrontation pour voir si oui ou non il y a des informations importantes qui ressortent des dires de l'un ou des dires de l'autre, qu'on puisse reconstituer peut-être un petit peu mieux ce qui s'est passé ce fameux samedi 30 novembre 2013, cette fameuse soirée. Il y a quand même une confrontation entre 2018
2018 et 2019 qui a été organisée. Malheureusement, elle a dû être annulée parce qu'il y a un des 3 protagonistes qui n'était pas disponible. Il a été diagnostiqué schizophrène et il était hospitalisé à ce moment-là. Ensuite, en juillet 2019, il y a une autre confrontation qui a été organisée. Ce jour-là, c'est allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'au jour de la confrontation et ce jour-là, on se rend compte qu'il n'y a que 2 personnes, donc c'est Laurent et Frédéric qui sont présents, mais il manque Ryan, le plus jeune, qui lui était en maison d'arrêt. Et en fait, il y a eu un micmac également, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés, ils pensaient qu'il était à une maison d'arrêt. Donc ils ont organisé tout ça autour de cette maison d'arrêt et en fait il était à une autre maison d'arrêt. Donc finalement la confrontation n'a eu lieu qu'avec 2 personnes. Et donc il manquait la 3e. C'est quand même un sacré problème qu'on a découvert ce jour-là. La confrontation, il y a même un des témoins, un des 3 qui la réclame en disant du conducteur de la voiture, confrontez-moi à lui, il raconte n'importe quoi, confrontez-moi à lui, il le demande lui. Eh ben oui. Et ça n'a jamais été fait. Ces 2-là qui sont vraiment en opposition, ils les ont jamais mis face à face. Et après ça, il n'y a plus aucune confrontation qui a été organisée. Donc déjà que les confrontations ont été organisées tard, entre 2018 et 2019, là on est en 2022 et à ce qu'on sait, il n'y a aucune confrontation qui a été réalisée. En plus de cela, quand je parle des manquements de la justice, malheureusement, même s'ils ont fait vraiment pas mal de choses sur ce dossier, on ne peut pas dire le contraire. Et d'ailleurs personne ne dit le contraire, mais il manque quand même des informations importantes. Vous savez, la personne qui a été entendue lorsqu'on avait mis sous écoute les 3 protagonistes, l'homme qui avait dit « j'ai pas envie de finir comme Hugues dans le coffre », cet homme-là n'a jamais été entendu par les enquêteurs. J'avais cherché à le joindre, ils auraient pu lui dire mais quelle est cette conversation que vous avez avec monsieur le conducteur de la voiture où vous parlez de buton dans un coffre. C'est capital, c'est frustrant. Et là par exemple on peut espérer, par exemple le conducteur de la voiture c'est quelqu'un voilà, qui est souvent très menaçant envers plein de gens. À mon avis il n'a pas que des copains non plus. Il suffit, entre guillemets, qu'il se embrouille avec la personne dont je vous parle. L'autre peut très bien dire ah mais oui tout à fait, moi je vais vous dire des choses. Je veux dire. À côté de ça, la famille qui est un peu perdue, ils vont essayer de se rapprocher d'associations. En premier lieu, en 2016, ils vont saisir l'association APEV, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une association d'aide aux parents d'enfants victimes. C'est plus une association normalement orientée vers la problématique des parents qui ont perdu des enfants ou qui ont été victimes peut-être de choses et d'autres. En tout cas, ils vont prendre quand même en charge ce dossier et Monsieur Bon, qui est un ancien commissaire de police, va lui prendre en charge ce dossier, faire une analyse technique très bien faite qui va d'ailleurs amener à lui sa conclusion que les 3 hommes ont très probablement participé à la disparition physique d'Hugues. Cette note technique, elle a été réalisée le 9 mars 2016 après que cet ancien commissaire de police ait pu lire la procédure complète à ce moment-là et c'est là qu'il avait noté plusieurs incohérences, notamment au niveau des bornages téléphoniques, comme je vous disais, un qui bornait ici, les 2 autres qui bornaient là, alors que normalement ils étaient censés être tous les 3 ensemble dans la voiture. Il a fait un travail sur notre dossier et dans d'autres, sur l'autre il a établi une note de synthèse où il dit quand même que prudemment sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a lu. Lui, il n'a pas rencontré les témoins assistés. Lui, il semble qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et lui, il nous a pointé du doigt, donc il regardait ça précieusement. Par exemple, sur la téléphonie, il y a des choses qui ne cadrent pas par rapport au résumé qu'ont fait les policiers. Ça, assez récemment, on voit que c'est succinct ce qu'ils ont fait. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, qui sont assez évidentement à voir, franchement. Dans la continuité, Jean-François, en février 2020, va lui se rapprocher de l'ARPD. La disparition a pu être médiatisée dans pas mal de médias régionaux pour essayer d'avoir peut-être des langues qui vont se délier quand ils voient que finalement Hugues n'a pas disparu dans l'indifférence totale. Bon, malheureusement, ça ne va rien donner. Il y a également un radiesthésiste, donc je ne sais pas si vous connaissez, je vous mets la définition ici de ce qu'est un radiesthésiste. Après, encore une fois, on y croit ou pas, c'est pas le but c'est essayer de vraiment explorer tous les moyens qu'on a à notre disposition, et si oui ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, c'est quand même un truc qu'il fallait essayer. En tout cas, on a un radiesthésiste qui lui avait identifié, avant d'aller sur les lieux, un endroit où pourrait se trouver Hugues à ce moment-là. Donc pour lui, Hugues était décédé et se trouvait au niveau du plateau de Bessy. Et il y a eu un déplacement qui a été fait, des analyses de son ressenti qui a été fait, également une zone boisée qu'il avait indiquée qui a été défrichée, mais on n'a rien retrouvé à ce niveau-là. Je vous mets quand même quelques vidéos qui datent de septembre 2021 pour vous montrer un peu le travail de ce radiesthésiste qui avait été fait, mais il faut savoir que ça n'avait rien donné. Alors moi, mon oui en fait, là, montre-moi mon oui c'est dans les... Voilà, ça c'est mon oui. Maintenant, dis-moi non.
Il me dit non. Donc, Hugues Guton, disparu en novembre 2013 à Saint-Étienne. Est-ce qu'il est décédé? Oui. Est-ce qu'il a été assassiné? Oui. Est-ce qu'il a été étranglé? Non. Est-ce qu'il a été assommé? Non. Est-ce qu'il a été poignardé? Oui. Est-ce que son corps se trouve sur le plateau du Bessy, le Bessy? Oui. Tu vois là, elle m'indique que je suis passé, tu vois. Là. Là. Donc là, si je demande s'il est devant moi, tu vois, elle s'écarte. C'est bon, ouais. Tu vois, je reviens ici. Maintenant, si je demande si le corps du Guton, ses ossements sont devant moi, ça me dit non. Je me décale. Voilà. Pour moi, il est devant moi là. En novembre 2021, la famille va changer d'avocat. Donc c'est une avocate dont je vous ai déjà parlé, qui est membre associé de l'association ARPD et qui est aussi l'avocate de la famille Seguiri, dont j'avais fait plusieurs vidéos que je vous mets ici, donc de Nordine Seguiri. C'est Maître Solange Vialard. Elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander, pour bien se rendre compte du dossier, de ce qu'il en est, de ce qui a été fait, elle va demander la procédure actualisée au juge d'instruction. Malheureusement, le juge d'instruction avait refusé sa demande. Elle, Maître Vialard, a fait appel devant la chambre d'instruction et elle a pu enfin avoir une réponse positive à sa demande de récupérer l'entièreté de la procédure actualisée. Normalement, cette procédure va être rapidement récupérée, on va pouvoir l'analyser. On a d'ailleurs demandé au commissaire qui était anciennement dans l'association APEV de refaire une analyse technique parce qu'il connaissait très bien le dossier, il avait fait une super analyse technique. Donc dès que normalement on va avoir cette procédure en main, donc quand je dis on, hein, c'est l'avocate et la famille, cet ancien commissaire va pouvoir refaire une analyse avec les données actualisées et peut-être ressortir d'autres éléments importants. D'ailleurs, normalement, en automne 2022, il va y avoir un nouveau juge d'instruction et là, on pense et on espère que tous les éléments pourront peut-être être mis en lumière après lecture de cette procédure, vont pouvoir faire l'objet de demandes d'actes et peut-être enfin avoir certaines réponses à certaines questions qui restent en suspens. Donc là, on arrive à la partie théorie où il y a comme d'habitude des informations nouvelles que vous allez découvrir. Pour ce qui est, vous, de vos théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je pense que vous êtes partis sur le même scénario que moi avec les éléments que je vous ai donnés. Néanmoins, il est important de citer au moins 2 théories qui, pour moi, aujourd'hui, sont importantes d'exposer. Exceptionnellement et compte tenu de tous les éléments troublants que je vous ai amenés dans cette vidéo, je vais pas exposer certaines théories qui pour moi sont hors de propos. Je peux me tromper mais en tout cas c'est pour moi. C'est la théorie du suicide ou la théorie de la disparition volontaire. Par contre la théorie accidentelle pour moi elle est encore probable. En tout cas elle ne peut pas être complètement exclue. En effet donc si ce que disent les 3 compères s'avère finalement être vrai mais que en fait ils étaient trop alcoolisés pour se rappeler de certains détails, de certains horaires, finalement Hugues aurait très bien pu demander à sortir de la voiture ou ils auraient pu mettre Hugues dehors de la voiture et lui il aurait pu essayer de rentrer chez lui à pied. Finalement on a l'impression que c'est pas non plus ultra loin, que c'est très probable et lui il a pu s'énerver et se dire je marche à pied. Il a également pu laisser son portable dans la voiture, il a pu l'oublier et donc le fait que Frédéric soit dans la voiture avec ce portable et qu'il l'ait récupéré à la fin, ça me paraît pas non plus complètement impossible. Comme il était alcoolisé, il a pu marcher, se tromper, être désorienté, se tromper d'endroit, en cherchant son téléphone, en faisant ses poches, faire tomber sa carte d'identité, finalement perdre connaissance dans un lieu un peu reculé et qui est peut-être inaccessible au public. Il faisait nuit très tôt et également il faisait très froid, donc peut-être qu'il est finalement décédé d'hypothermie dans un coin. Il a pu marcher vers une petite zone boisée et mourir malheureusement dans ce coin-là. Pourtant, même si c'est quand même probable, il y a certaines choses qui
ne colle pas, en tout cas je trouve. Notamment on est sur un relief qui est quand même assez plat. Donc déjà on enlève la possibilité d'une chute de falaise ou dans un trou béant quelque part ou alors à une petite montagne, une colline, c'est vraiment super plat. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle le plateau. Il y avait quand même cette possibilité qu'il soit tombé dans une mine parce qu'effectivement la zone c'était un ancien site minier et peut-être qu'il serait tombé effectivement dans une mine ou qu'il se serait perdu. C'est ce qu'avaient envisagé les enquêteurs à un moment. Mais les gens du coin savent très bien que toutes les entrées ou les accès aux mines sont condamnés aujourd'hui. Donc ce n'est pas envisageable. Enfin, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'on ne retrouve ni le corps, ni les clés, ni la carte bancaire, enfin rien. On retrouve rien à part cette carte d'identité qui aurait pu appartenir à Hugues. Et maintenant, si on doit retrouver quelque chose, donc c'est soit des ossements s'il est décédé aujourd'hui, ou soit des vêtements, mais rien n'est retrouvé. Et pourtant, j'ai demandé à Jean-François, c'est un coin qui est connu pour la chasse par les chasseurs et ces chasseurs depuis 2013 ils ont sillonné à droite à gauche même dans les petites parties boisées. Ils auraient très certainement, parce que c'est pas non plus un lieu extrêmement grand, ils auraient très certainement pu retrouver quelque chose, une clé, un vêtement, une chaussure, mais ils n'ont rien retrouvé, en tout cas qui pourrait correspondre à la disparition d'Hugues. Et c'est pourquoi la piste principale qui a été envisagée, c'est la piste criminelle. Selon les éléments que je vous ai amenés dans cette vidéo, effectivement on pense tous presque à la piste criminelle. Déjà, ce qui nous fait penser ça, c'est le fait que personne n'est d'accord avec la version de l'autre pour les trois protagonistes, d'où le fait que ça aurait été intéressant de faire une confrontation. Ensuite, il y a aussi quelque chose en plus, c'est qu'ils énoncent qu'ils se sont arrêtés à un endroit spécifique à ce moment-là pour boire des bières, ils ont laissé des bières dehors et ils ont aussi laissé Hugues. Et il y a des bières effectivement qui ont été retrouvées par les enquêteurs, ils les ont tous saisies, ils ont fait des analyses ADN. Ils ont retrouvé plein d'ADN différents, mais aucun ADN des 4 personnes. Donc ni d'Hugues, ni de Frédéric, ni de Laurent, ni de Brian. Ce qui est quand même bizarre. Enfin, c'est pas non plus complètement étrange parce que c'est un lieu qui est connu pour être fréquenté par plusieurs groupes. Mais c'est vrai que si eux, ils disent s'être arrêtés ici, boire des bières, et que dans ces bières-là, non seulement on retrouve ni le type de bière qu'ils sont censés boire, ni leur ADN, c'est peut-être qu'ils se sont finalement jamais arrêtés pour boire ici. Parce qu'en fait, là où ils l'ont déposé, c'est le premier lieu qu'ils indiquent, le conducteur de la voiture, il a amené le policier, il dit regardez, c'est ici qu'on l'a déposé, regardez d'ailleurs, il y a des canettes de bière. Le souci, c'est que des canettes de bière, là-bas, il y en a de partout sur ces lieux. Ouais, c'était un lieu de rencontre un peu où ils buvaient. Ouais, les gars, ils se posent là, ils picolent, pas que, hein, plein de gens. Mais le truc, c'est que le gars, en disant ça, il a bien décrit les canettes qui ne correspondaient pas. Bon, admettons. Mais la police là, a quand même fait analyser les canettes, enfin, ils ont fait les choses, et il n'y avait aucun des ADN des 3, même des 4, y compris de mon frère. Donc c'est curieux. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Le fait que la voiture ait été revendue très peu de temps après, avec le coffre qui a été lavé de fond en comble, c'est vrai que c'est très étrange. Ce qui vient appuyer cette théorie, c'est aussi le témoignage de l'homme qui a été entendu lorsque les 3 compères ont été mis sous écoute et qui justement parle d'un coffre également. En plus, on a le jeune Ryan qui est rentré le soir de la disparition, ou plutôt très tôt le matin, chez ses parents parce qu'il y habitait encore. Il paraissait très énervé, il est rapidement parti se changer, prendre une douche, il a vite fait manger et derrière il est allé se coucher. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'il ne portait plus, et plus jamais on l'a vu porter, son couteau papillon qui pourtant était avec lui tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne se déplaçait jamais sans. Soit il l'a perdu tout simplement, au mauvais timing on va dire, ou soit il l'a utilisé le soir de la disparition de Hugues. Pour l'ancien commissaire qui doit réaliser une nouvelle note technique qui avait réalisé celle en 2016, il pense que les 3 compères ont très probablement participé à la disparition physique d'Hugues, et le fait que Brian soit revenu sans son couteau papillon ferait penser que c'est peut-être lui l'auteur du crime et que les 2 autres l'auraient aidé à la dissimulation du corps. En plus de ça, ajouter que les 3 hommes sont connus des services de police, ça ne fait qu'accentuer le côté un peu fréquentable de ces personnes et peut-être justement l'univers malsain que fréquentait Hugues avant sa disparition. Il y a 2-3 échanges téléphoniques sur le plateau du Bessie entre 22h et avant qu'il rentre chez lui. Par contre, ce que m'avait fait remarquer l'ancien commissaire de police, il m'avait dit, par contre ce qui est curieux, c'est que le conducteur de la voiture et un autre s'appellent, alors qu'ils sont censés être à côté, ou dans la voiture. Ouais, ça c'est très bizarre. S'ils s'appellent, ils ne sont pas au même endroit. Je crois que le conducteur de la voiture, à 5h30, il reçoit un appel. Pourtant, nous, on a le listing, hein. C'est les fadettes, là, et les policiers n'ont pas vérifié qui c'était, qui l'appelait. Ça, c'est irrécupérable. Hein. Mais on se pose la question, quel aurait été le mobile? Est-ce que tout simplement, ils ont vraiment
eu une altercation, que ça s'est mal passé, que finalement avec l'alcool ça s'est emporté et qu'il y en a un qui aurait sorti le fameux couteau et qu'il serait mort juste comme ça à cause d'énervement et d'alcool et que derrière ils auraient voulu se débarrasser du corps, c'est très probable si cette théorie criminelle est la bonne. Il y a aussi le mobile de l'argent. Effectivement, l'enquête a permis de savoir qu'Hugues avait hérité d'une assez grosse somme d'argent d'une ancienne tante lyonnaise, une somme d'environ, je dirais, 30 000 euros. 30 000 euros qui, pour ces personnes qui n'ont vraiment pas d'argent, c'est-à-dire les trois compères, paraît une somme énorme. Et il aurait été montré à travers cette enquête que Hugues en aurait parlé autour de lui, non seulement au travail, et très probablement du coup avec l'alcool faisant, peut-être ces soirées dans le squat. Et ce qu'on sait par contre, c'est qu'il n'avait pas encore perçu cet argent. Peut-être que un scénario peut se profiler, il en a parlé à cette soirée-là. Les trois hommes se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se partager l'argent en trois. Ils ont peut-être voulu forcer Hugues à retirer de l'argent. Hugues se souvenait peut-être pas de son code confidentiel, peut-être qu'il n'a pas voulu, peut-être que ça s'est emporté et que derrière, ils se sont dit, bon, ben, on va se débarrasser de lui et on va le tuer. Cette piste criminelle reste la piste privilégiée par les enquêteurs. Mais finalement, pour cette piste criminelle, on a un seul élément, on va dire, en main qui nous ferait relier un des trois compères, donc Frédéric, à la disparition d'Hugues. Et cet élément, c'est le fait que le portable du disparu soit avec lui après la disparition de Hugues. Et c'est vraiment la seule chose physique, on va dire, qu'on a. Après, on a tout ce qui est géolocalisation, éléments encore non analysés, l'ADN des éléments pileux. On espère qu'ils vont être enfin analysés pour pouvoir soit ouvrir ou soit fermer des portes. L'intime conviction, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Je pense qu'il a été assassiné et que le motif est crapuleux, qu'il est lié à la carte bleue, un code qu'il n'a pas pu donner. Moi, c'est ma conviction. Aujourd'hui, on espère simplement que tous ces éléments vont être pris en compte, qu'il va y avoir des analyses qui vont être approfondies sur tout ce que je vous ai énoncé aujourd'hui et surtout que le dossier ne soit pas clôturé ou ne soit pas classé sans suite parce qu'on est quand même, comme je vous le dis, à deux doigts de connaître la vérité. Un certain nombre d'actes qu'on va demander avec Maître Vialard qui est à nos côtés, des actes qui auraient pu être faits, je pense, depuis bien longtemps, des actes qui sont évidents à faire sur la téléphonie, sur des éléments pileux retrouvés dans le coffre qui n'ont jamais été analysés depuis le début du dossier. Ça aussi, c'est un manque. Mon espoir, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être revues, notamment sur la téléphonie, où les policiers ont fait un résumé très très succinct de la téléphonie. Cette téléphonie, on a cherché pendant des années un CD qu'on pensait égaré par les policiers. Et il a fallu insister auprès de la Cour d'appel de Lyon pour qu'enfin la dernière juge d'instruction demande aux policiers de rechercher ce CD qu'ils ont finalement effectivement oublié sur un de leurs ordinateurs. Dans cette affaire, votre difficulté, ça a été quoi? Le manque d'informations de la part des juges, il a fallu vraiment ramer pour obtenir des rendez-vous auprès d'eux. Des actes évidents qui n'ont jamais été faits, malgré les nombreux courriers que j'ai pu envoyer. Des policiers pas toujours très motivés, qui baissaient déjà les bras dans une confrontation, disant qu'ils n'y arriveraient pas. On peut aussi dire qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais parfois tardivement et parfois de façon très maladroite. Lors de cette fameuse confrontation qui finalement n'aura jamais lieu en P3, eh bien cette troisième personne qui est manquante pour les raisons que vous expliquez, qui est en maison d'arrêt, on ne sait pas trop où, lui, la réclame cette confrontation face à un autre individu en lui disant « moi je vais le confronter ». Et le plus fort, c'est qu'ils ne le font pas, les policiers, finalement, même à sa demande. Et puis surtout, au lieu de refaire une confrontation dans les jours qui suivent, eh ben non, on attend et on la refait pas. Tout simplement parce que dans l'intervalle aussi, disons-le, le juge, là pour le coup, le juge d'instruction est parti. Je crois que la vraie difficulté, c'est la succession des juges d'instruction. Depuis toutes ces années, on en est à peu près au 5e. 4. On souhaite énormément de courage à la famille de Hugues, donc on souhaite énormément de courage notamment à Jean-François et à Gaël, qui se sont tous deux portés partie civile dans le dossier de la disparition de leurs proches. Depuis 4 ans, les investigations sont à l'arrêt. Un renoncement coupable pour Jean-François Guton. Lui qui vit mal de ne pas savoir ce qu'est devenu son frère. On n'a pas de corps, donc on ne peut pas faire son deuil. On n'a pas de réponse sur beaucoup de choses, quoi, sur quasiment aucune. Ma fille, la plus jeune, avait 7 ans quand c'est arrivé, et elle me disait cette petite phrase, elle me disait on a volé mon tonton. Voilà, c'est ça, on a volé mon tonton. Alors moi je lui disais, ben oui, mais ton tonton, on l'a pas rendu toujours.
c'est fou. Pour Hugues Guton, malheureusement, on n'a pas de nouvelles sur ce dossier. Par contre, c'est vrai que son frère ne lâche pas l'affaire. Nous, on le soutient toujours. Après ma vidéo, d'ailleurs, on a eu des personnes qui sont possiblement en lien avec des témoins, voire des témoins plus, on va dire, de ce qui s'est passé le soir de la disparition d'Hugues. J'ai essayé de contacter ces témoins qui ne m'ont pas répondu, alors peut-être qu'ils n'ont pas vu mes messages. Donc si vous m'entendez, si vous vous reconnaissez, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas, vous pouvez témoigner anonymement et vous pouvez utiliser mon adresse mail que vous pourrez trouver dans la barre de description. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve, comme je vous le disais en début de vidéo, la semaine prochaine pour une vraie nouvelle vidéo et pour la reprise de mes live Twitch beaucoup plus récurrents. À très vite et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.